commence le grand déstockage. C'est parti, mon kiki. On va déstocker ça. On va déstocker ça. Hop. Vous voyez le truc bouger sur mes yeux, là, comme ça, c'est marrant. Si je lève mes yeux, vous voyez les lights. Là, il y a mon écran, en vrai. J'ai jamais trouvé la bonne... Avec ces lunettes-là, j'ai jamais trouvé la bonne solution. C'est pas grave. Je suis bourré, nous dit Zork. Et ben, il n'y a pas de problème. Alors, on commence avec Sandrine Rousseau. C'est la famille Sandrine Rousseau maintenant. D'ailleurs, merci, avant d'oublier, n'hésitez pas à aller checker notre ami Mose Fennec l'avait partagé. Abdal Malik, mon interview pour le Média Melty. Attends, je check. Ah voilà, c'est là. Oula, il n'y a vraiment pas du tout de vue là, donc on va quand même commencer à... Je vais faire un post, je vais créer un post parce que là ça va pas du tout. Allez voir Tiens, je vous montre ce que je fais comme ça au moins. Allez voir ma première interview pour le Média Melty. Hop. Du grand Abdal Malik. Et mettez-moi vos retours en commentaire en fait. Voilà. C'est parti. Zorg boit un café. Gizi Ouzou, ça arrive bientôt là. Hop, voilà l'interview, je vous l'ai mise en commentaire. Allez évidemment la checker. Je vous ai pas dit là. Je suis un ouf. Là, il y a un fil de 10 mètres qui se balade au cœur de chez WAM. C'est un câble Ethernet qui est branché à mon ordi. Vous n'avez pas vu que la connexion était stable? Non, vous n'aurez pas pu le constater. Mais donc voilà, je me suis mis à l'Ethernet. Ah, tu l'as épinglé? Non, mais moi, je la note pour... parce que tu sais, sur mon chat, moi, je parle avec les gens aussi qui sont sur YouTube et qui sont sur Facebook, parce que j'ai rouvert à Facebook. Donc là, ça va être quoi le rythme de publication des interviews? Tous les 15 jours. Ah bah voilà la news HMD, j'avoue, j'aurais dû commencer par là. Là, c'est news HMD. Bah oui, je suis en Ethernet. Voilà. GG le fil de 10 mètres. Ouais, laisse tomber. Gaëlle, elle va me dire putain, t'es relou. Mais je vais le remballer à chaque fois que je vais finir live. Mais donc là, du coup, je suis en Internet. En plus, moi, j'ai une Freebox Tarsa, là, la Ultra. 8 gigabits, mais en Wi-Fi, je pouvais pas les exploiter comme il faut. Mais là, je vais tester avec l'upload et tout. Là, ça va être quelque chose. Aïe. Même là, tout à l'heure, cette nuit, j'ai uploadé des trucs et tout. Non, ça s'est fait fort, bien comme il faut. Et donc, voilà, tout ça pour vous dire amis qui meurent d'overdose à 15 ans. Il y a un grand de la cité, je le découvre mort d'overdose dans ma cave. Tous mes potes, ils sont là. Et ils sont tous en train de sniffer de l'héroïne. J'ai vu des gens mourir parce qu'ils avaient vu Scarface, par exemple. Mais mourir vraiment. Ça fait plus d'enterrement que de mariage, j'ai mis dedans. Ouais. Non, carrément. J'aime beaucoup certaines de vos paroles. Voilà, un petit peu... ça, voit, c'est quand même vraiment une Madeleine de Proust. Soldat de plomb. Voilà, tout ça pour vous dire... oui, c'est trop... Tout ça pour vous dire que l'interview avec Abdal Malik est dispo. Et on va enchaîner avec Sandrine Rousseau. Putain, tout ça pour ça. Parce qu'en fait, j'ai lu Sandrine Rousseau. J'ai pensé au fait que j'ai interviewé dans 22h22 Melty FR. Et hier est sortie la première. T'as l'air en week-end prolongé dans l'extractra. Alors, c'est parti. Voilà, et je l'ai vécu carrément, Walid Willow. Tu nous raconteras ça un jour. Allez, c'est parti. On regarde... Sandrine Rousseau au micro de Magali Berda. Je vous l'ai dit. Avec Julien Auboul en plus. Allez. Je l'ai dit, dans mon propre camp, il y a des quand on parle de stratégie politique, eh bien, les femmes... Attendez. Mais non, BDK. BDK, débat, regardez. Il a lâché son 129 €. Aïe, le Qatari. Le Qatari BDK. Putain, moi j'aime. Moi j'aime. Moi j'aime bien quand il y a cet ego. La vie de ma mère, moi tu fais ça. C'est comme quand t'es avec tes potes et que vous battez pour l'addition. Enfin, tes potes, ça dépend de quelle obédience. Mais en tout cas, moi je sais qu'avec mes potes algériens, ça se tape. Ça fait des feintes et tout, machin. Non, franchement, BDK, tu nous régales. Merci beaucoup. BDK,
On va mettre un néon BDK là-haut un jour, hein, je te jure. Non, en tout cas, tu m'as tué, putain. Aïe, 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 aïe. Ah, vraiment, tu fais plaisir. Le câble sera remballé comme la station thermale avec la perceuse en 3 mois. C'est plus BDK, c'est BDK d'épargne, je te jure, la vie de ma mère. Bon, allez, on reprend. Sandrine Rousseau, notre gossure, face à Julien Auboul. Je vous l'ai dit dans mon propre camp, il y a des quand on parle de stratégie politique, eh bien, les femmes sont souvent mises de côté. Mais par exemple, dans votre camp à vous, dans le Rassemblement national. MDR, c'est quoi le sponsor en haut à gauche, là? Ah non, vous voyez pas? Attendez, je vais vous montrer, parce que là, je ne comprends pas. Attends. Tes mains. Body minute. Frère, Les frérots, c'est... l'autre, Berda, t'as pas compris, là, si tu parles politique et tout? Qu'est-ce que tu nous fous tes sponsors? Elle a mis body minute, son plus grand décalme. Ça veut rien dire. N'importe quoi, cousine. Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Purée de pommes de terre. Body minute, quoi. Ah ouais, non, normal. Normal. Attends. Le pire sponsoring, c'est des bails qui ont des casseroles au cul. Non mais... Et en 1 minute, tu refais ton body. Excellent. Non, mais ça a pas de sens. Ça a pas de sens, tu vois. Genre, vraiment, tu fous pas ça là. Enfin, c'est pas... Je sais pas. Vraiment, je comprends pas. Bref, on continue la vidéo. Allez. Dans le groupe parlementaire du Rassemblement national, il y a un député qui maintenant est maire de Carcassonne qui s'est pris en photo devant une pancarte qui disait va. Ouais, pas sûr que ça plaise à à Sandrine Rousseau. Je vais envoyer la capture. Parce que ça fait de la pub et tout. Attends. Je suis vraiment vraiment une teigne. À faire la soupe salope et qui m'était adressé. Dans votre camp du Rassemblement national, dans votre groupe à l'Assemblée nationale, il y a un député qui a dit sur une autre radio que j'étais une Greta Thunberg ménopausée. Tout cela, ce sont des remarques sexistes et il n'y a pas besoin d'être islamiste pour ça. Je veux dire, en fait, ce que vous faites, c'est une bataille culturelle pour accuser toutes les personnes de religion musulmane de tous les maux. La réalité, c'est que la misogynie traverse la société, rend la position des femmes dans les situations de pouvoir toujours compliquées. Nous sommes toujours exposés à une forme de violence dont on ne sait jamais d'où elle va arriver, quand elle va arriver et comment elle va arriver. C'est-à-dire que systématiquement, il y a des mots qui sont lancés, qui vous va faire la soupe salope. Moi, je ne pensais pas que c'était possible aujourd'hui. Je ne pensais pas qu'il était possible qu'un député pose devant une pancarte va faire la soupe salope et qu'il y ait aucune espèce de réaction face à cela. Vraiment, je vous le dis, et pareil, Greta Thunberg ménopausée. Enfin, réfléchissons à ces mots. Ils viennent vraiment d'un député de votre groupe. Aïe, 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 Julien Auboul. Quand on est face à des faits, qu'est-ce qu'on dit? Il y a Catherine qui dit bravo madame, le RN se croit tout permis. Marlise qui dit le RN est un groupe misogyne, adultiste, raciste et antisémite. C'est tout. C'est quoi adultiste, hein? Je crois que vous me l'aviez déjà dit, Nafta à l'ancienne. J'ai plus le terme. Je veux bien que on me mette au parfum. C'est adultiste, c'est tout. Non, j'ai le mec qui relance les débats. Non, je veux juste savoir ce que c'est. Auboul est le plus misogyne des députés. Non, mais de ouf. De ouf. De ouf. On va regarder ensuite. Ah bah ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu, tiens. Adultiste, l'oppression des adultes sur les enfants. Ah, très bien. Domination adulte comme à Bétarane. Ok. Il a pas lâché de réponse? Non, mais tu connais, nous, on est comme CNews. Hein. On décide de mettre que les gens qu'on a envie de voir. Attends, je vais regarder. Berda, Rousseau, Auboul. S'il n'y a pas la vidéo en entier... Il n'y a pas la vidéo en entier. Voilà. Non, je ne l'ai pas, malheureusement. On continue avec Antoine Léaumont. Petit goat que l'on aime. Antoine Léaumont
qui revient sur l'histoire de la carabine. Cette histoire incroyable d'un mec qui, dans la rue, tire sur des petits gamins qui sont noirs et arabes et qui répond oui, je suis raciste en 4K. Et les Aurore Berger et compagnie, non, on attend les résultats de l'enquête, connasse. Pardon. Madame, vous avez bien la vidéo, en fait, où il y a tout écrit. Enfin, le mec, tu vois, regarde, quand c'est des gens de gauche, là, c'est oui, non, mais on va chercher les insinuations, les machins, les là. Là, quand on a quelqu'un qui te dit vraiment en 4K, full face, full screen, je suis raciste, non, on va voir. On va voir. Non, mais imagine, c'était un musulman qui avait fait ça. Non, mais de ouf. De ouf. On n'aurait même pas cherché à comprendre. Canasse, à la limite. Pas mal, merci. Bah oui, bien sûr. Imagine-toi un mec qui fait ça, qui dit oui, je suis antisémite et qui tire sur des gamins de confession juive. Est-ce qu'on aurait cherché à comprendre attendez, on attend les résultats de l'enquête, machin. Là, Aurore Berger, elle aurait été sur toutes les chaînes possibles et inimaginables. Même sur RMC Sport, chacal. C'est fini. Il y a Sémile qui a posé la question récemment. Ah bah tiens, tout à l'heure, je vais boire un verre avec Sémile. Bah oui, non mais c'est vrai. Non mais c'est exactement ça. Non mais... Monsieur le ministre de l'Intérieur, en raison de leur couleur de peau, des enfants de 6 à 10 ans ont été ciblés par un homme armé d'une carabine. Dehors, les Noirs et les Arabes, voici ce qu'il leur a crié. Le mobile raciste est évident. Connu du quartier, l'agresseur se revendique d'ailleurs raciste et fier d'être raciste. Je tiens d'abord à apporter à ces enfants et à leurs parents le soutien de la représentation nationale. Ah, ça se prononce Gémil ? Ah bah je lui demanderai tout à l'heure. Parce que j'aimerais bien... On va se rencontrer pour la première fois avec Gémil ou Sémil pour pouvoir... moi, je crois que c'était Tchémil. Pour pouvoir papoter déjà. Et j'aimerais bien le ramener dans ses caires et faire comme avec Moumou. Devrait choquer la France entière. Ce sont des enfants. Mais la parole des victimes est niée. Ainsi, la police a refusé d'enregistrer le mobile raciste, pourtant signalé par plusieurs personnes. Une mère témoigne. Je l'ai dit aux policiers, et les gamins aussi, avec les vidéos sur leur téléphone. Mais les agents n'ont pas enregistré mon témoignage. Peut-on savoir pourquoi ? Pourquoi le père d'un enfant agressé a dû retourner au commissariat pour exiger que sa plainte soit prise en entier ? Pourquoi a-t-il fallu 4 jours de mobilisation pour que le procureur daigne retenir le mobile raciste ? Pourquoi l'agresseur est-il toujours en liberté à cette heure ? Cette situation est malheureusement classique. Comme le dit la sociologue Rachida Brahim, la race tue 2 fois. Une première parce que le racisme tue, une deuxième parce que la police et la justice ne retiennent souvent pas le mobile raciste. Votre ministère estime à 1,2 million de personnes le nombre de victimes de racisme chaque année, mais les condamnations sont rares. Pourtant, le racisme tue. Federico Martin Aramburu, Jamel Benjabala, Hichem Miraoui, Ismaël Ali, Aboubacar Cissé et tant d'autres. Le racisme, ça commence par des mots, ça finit par des morts. Combien de meurtres et d'agressions racistes faut-il pour que votre gouvernement agisse ? La République promet la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors où est-elle quand des enfants se font tirer dessus en raison de leur couleur de peau sans provoquer un puissant élan de solidarité ? Ouais, je te jure, facile de dire qu'il y a moins d'actes islamophobes si tu les retiens jamais. Non mais de ouf. Aurait-il fallu, collègues, que ces enfants aient ma couleur de peau pour avoir le droit à la compassion de la nation tout entière ? Et dire qu'il était CM de LFI. Bah ouais, mais tu connais, hein. C'est comme notre petit Nouévé, ça rentre par la petite porte et après... Non, mais c'est scandaleux. Hein. Sangoku qui dit le 2 poids 2 mesures et personne ne pense aux pauvres gamins que ça risque de traumatiser. Même si pour certains c'est un mardi, ils devraient penser aux pauvres enfants et surtout celui qui est blessé. Ils ne sont pas humains pour moi, c'est sombre cul va chiasse. Catherine qui dit les Français de couleur en ont marre de cette injustice. Tant qu'elle existera en France, il y aura de la souffrance et colère. Il y aura de la souffrance et colère. Cette injustice, la France la paiera un jour. C'est un truc de ouf. Et si tu fais la même sur des fachos, tu vas en prison et ils ont 1 minute de silence à l'Assemblée, je te jure. Rima Hassan nous révèle que le test sur la présence de drogue fait au commissariat est différent de celui effectué en laboratoire. Ça, c'est un truc de ouf aussi.
Et qu'ils ont mis 5 jours à démentir les fake news. Non mais vraiment, ils lui ont fait une cabale, c'était au micro de parole d'honneur. Comment c'est possible d'avoir un test fait en commissariat qui, selon eux, est positif, alors que le labo dit il n'y a absolument pas de présence de drogue dans le CBD que j'avais, quoi. On a besoin que toute la lumière soit faite également sur le test, la fameuse drogue, la catinone, parce qu'en fait, ils ont fait un test. Ils ont conclu que le test était positif. Le labo dit à l'inverse, pas du tout. Enfin, moi, j'aimerais savoir, je vais pas être complotiste, mais est-ce que le test était contaminé? Est-ce que c'est une erreur Enfin, en attendant, l'info a circulé librement pendant... Alors, juste une info que vous avez pas non plus peut-être, le parquet, qui a quand même participé à diffuser aussi cette information, alors qu'il aurait pu attendre les résultats du labo. Le parquet a les résultats du laboratoire le 4 avril. Quand est-ce qu'il fait le communiqué de démenti? Le 9. En disant quoi dans le communiqué du 9? Nous avons reçu les résultats la veille. C'est un mensonge. Les résultats du laboratoire ont été notifiés le 4. Et les résultats du laboratoire sont négatifs. Les 4 jours, en fait, c'est toutes les réunions pour caler les versions, quoi. C'est pas une affirmation. On peut le penser. Laisser l'idée se diffuser, parce que finalement, le démenti, il a fait moins de bruit que toutes les fake news qui ont été diffusées. Exactement, et c'est tout le problème. C'est tout le problème. Force à Rima qui vit une cabale sans précédent. Faut vraiment être... faut vraiment être... avoir les reins solides. Chris qui dit bien évidemment ils mentent sans arrêt sur tout et je suis pour le fait que la police se pointe en pleine Assemblée nationale et personne sort sans avoir été testé aux narcotiques quel qu'il soit et après on va vite voir des gens PLS. De ouf. Marlys qui dit comme toujours les démentis font toujours moins de bruit que les fake news, c'est systématiquement comme ça et les fake news la fake news est entrée dans la tête des gens. Non mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Dans l'esprit des gens, pardon. Pareil, alors là, ça c'est ouf, toujours sur Rima Hassan, c'était au micro d'Histoire Crépue. Elle raconte aussi comment elle s'est rendue compte qu'elle a été géolocalisée pendant longtemps. Patrice me dit, mais où est votre téléphone ? Je l'avais laissé à un de mes collaborateurs en arrivant à la gare, parce que c'est mon téléphone professionnel et que j'ai toutes mes conversations politiques, tous mes contacts dedans. Et je m'étonne, et je lui dis, mais comment vous savez que je n'ai pas mon téléphone sur moi ? Parce qu'elle me dit, il était avec vous ce matin. Et là, je m'arrête quelques secondes et je comprends finalement qu'ils ont mobilisé des moyens pour me géolocaliser. À ce moment-là, je ne prends pas du tout l'affaire très au sérieux. Je me dis, ils l'ont peut-être fait ce matin pour s'assurer que j'étais en route. Et finalement, on va apprendre un peu plus tard qu'ils ont mobilisé les moyens, auprès notamment de mon opérateur, pour retracer tous mes déplacements. Mais c'est assez effroyable parce que ça va à la rue près, quoi. C'est pas est-ce qu'elle est à Paris ou est-ce qu'elle est à Bruxelles, qui sont les deux villes entre lesquelles je fais beaucoup de déplacements pour mon travail. On a dans le dossier, elle est dans telle rue dans le 20e arrondissement. Elle est dans telle rue, dans tel arrondissement. Et donc, ils vont remonter jusqu'à début janvier. D'ailleurs, il est même notifié dans ce compte-rendu le date de mon retour de vacances, début janvier, par quel aéroport je suis passée et où j'étais, dans quel pays j'étais. Il remonte jusqu'à janvier et on ne comprend pas pourquoi, puisque le tweet est daté du 26 mars. C'est un truc de ouf. Ah là 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 là. C'est parce que je suis en train de me dire si le système et l'État est sur tes côtes, comment tu fais en fait ? Qu'est-ce qui te protège de l'État ? C'est un truc de ouf, hein. On enchaîne avec... Attends, je regarde déjà s'il y a eu des petits commentaires. Ah, ça a été posté hier en même temps. Mais ils sont complètement malades, nous dit Catherine. Non mais c'est scandaleux, c'est scandaleux. J'ai eu un gros crush sur Rima. Ok. Je la soutiens Rima, mais ma mémoire est longue. Je la soutiens Rima, mais ma mémoire est longue, Rima. Mais Skina, elle est incroyable, c'est Gadji. Nous tous, crois-moi, une reine. C'est quoi comme type de crime, ça, de géolocaliser une élue ? Ouais, parce que apparemment, d'être dans les dossiers Epstein, d'être dans des bails avec Kadhafi, tout ça, ça ne nécessiterait peut-être pas autant d'attention. Non, mais c'est scandaleux. Ce pays est scandaleux. Cette démocratie n'existe plus depuis. Convainc. Mathieu. Alors tiens, on a Louis Sarkozy. Qu'est-ce qu'il raconte, Louis Sarkozy, là ? Je crois qu'il fait une chronique au micro de Mathieu Béliard. Et il parle de la France insoumise. Alors attends.
Il dit que et son côté et son antisémitisme. Écoutez. Mathieu, la France insoumise participe à un projet de loi contre l'antisémitisme. La France insoumise participe à un projet de loi contre l'antisémitisme. On aura décidément tout entendu. Pourquoi ne pas organiser, tant qu'on y est, un colloque sur le droit des femmes avec l'ambassade d'Iran, une conférence sur l'autodétermination des peuples avec Vladimir Poutine? Ça vous fait réagir, mais au fond, c'est quand même mieux qu'il s'associe à la bataille contre l'antisémitisme à l'Assemblée. Oui, que cette bataille, ce fléau qu'il participe notamment à propager. Mathieu, soyons parfaitement clairs, la France insoumise n'est pas juridiquement un parti antisémite. Aucun tribunal ne la déclare telle, mais elle en porte tous les uniformes. Elle en parle la langue. Elle en colle les affiches, elle coche toutes les cases, fait tout comme et tout pour. C'est une accusation grave. Sur quoi est-ce que vous appuyez, Louis ? Sur une définition, celle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste, adoptée par plus de 30 pays. Cette définition dit en substance nier le droit du peuple juif à disposer d'un État, prétendre que l'existence d'Israël est en soi un crime, c'est de l'antisémitisme. Critiquer Netanyahou, c'est de la politique. Vouloir effacer Israël de la carte... Mais qui a... Excusez-moi, mais il est bourré ou... vouloir éliminer un pays, enfin de la destruction. De quoi il parle, le chacal? Je suis vraiment genre, il dit n'importe quoi. Tranquille. Vas-y, balance tes trucs. Moi, tu me dis quand est-ce que c'est ma relance? Voilà, comme ça, tu sais, il a écrit les réponses, en fait, à Mathieu Béliard. C'est un peu la convention, hein, dans ce genre de chronique. On appelle ça des relances. Et l'autre, il fait juste le mec qui pose la question, mais en fait, il s'en bat les couilles, parce que c'est la question que Louis Sarkozy lui a écrite. Mais alors, attendez, comment vous pouvez dire ça? Ah, c'est une bonne question que vous me posez, alors que c'est la même personne qui a écrit le truc. C'est quand même pété, ce système. Ce système, et voilà, je vous le dis, hein, parce que moi, je l'ai vu de mes yeux vus, étant donné que j'étais dans les médias, dans la radio. Moi-même, je l'ai fait, ça. Quand mon journaliste Virgile Bochot, que j'embrasse, Quoique après, je crois qu'on avait enlevé les relances. Mais ça nous est déjà arrivé qu'ils me disent, ouais, là, tu me dis, et ça se passe comment au niveau de la circulation? Enfin bref, bon, c'est rien. Mais alors là, je trouve ça tellement pété. Oh là là. C'est autre chose. Mais LFI dit ne critiquer que la politique d'Israël et pas les Juifs directement. Bien sûr, c'est la phrase magique qu'on entend à longueur de journée, sauf que la France insoumise ne critique pas seulement la politique d'Israël, c'est vraiment du théâtre pour les nuls, vraiment. Conteste sa légitimité même. Ses dirigeants ne demandent pas seulement un cessez-le-feu. Ils vont jusqu'à remettre en cause l'existence même du seul État juif du monde. Étrangement, ces mêmes responsables ne manifestent jamais pour le Ouïghour de Chine, jamais pour les Yéménites massacrés, jamais pour les Tchétchènes. Un seul pays sur près de 200 leur arrache des cris, inspire leur diatribe, provoque leur raillerie. Celui des Juifs, c'est une obsession, et cette obsession a un nom. Vous avez des exemples concrets ? J'en ai des pelletés, Mathieu. Février 2026, Jean-Luc Mélenchon, en plein discours, fait mine de buter sur le nom d'Epstein. Ah, super. Vous voulez dire Epstein? Pardon, ça fait plus russe. Une blague sur la consonance des noms juifs. 80 ans après Vichy. Mars 2025, LFI publie une affiche de Cyril Hanouna, sourcil froncé, nez accentué, rictus haineux. Le juge des référés a écrit que cette image était perçue comme rappelant les affiches antisémites des années 30 et des années 40. Le parti a été condamné. Juin 2024. Le parti a été condamné? Bah non. Qu'est-ce qu'il raconte? Le parti, il n'a pas été condamné pour ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Allez, vas-y, ferme-la, t'es tellement médiocre, c'est incroyable. Une médiocrité, et on lui donne du gaz comme ça, mais... Qu'est-ce que ça dit, les cracks, là, sur les commentaires? Il dit n'importe quoi. Le mec, il a même pas réussi à se faire élire au municipal de Menton. Il a rien fait de ses 10 doigts. Il est là, on lui donne la parole, comme si, en fait, son avis de fils d'eux avait de la pertinence. Sektieba qui dit il voulait devenir le prochain Éric Zemmour en enchaînant les bad buzz. Il s'est fait battre dans un petit village, même avec... Menton, c'est pas un petit village, t'es méchant. Même avec une alliance, il a perdu. Cela en dit long sur le rejet qu'il suscite. J'ai l'impression qu'il essaie désormais d'exister plus politiquement sur le dos de la France insoumise, comme si LFI était devenue une marque à la mode. Chris, il nous dit à attaquer en justice pour diffamation au plus vite, totalement. Gaoshio qui dit et une nouvelle cartouche dans le stylo de l'infâme. Vivement l'élection de la loi CKR. Bolloré mériterait un aller simple pour Guantanamo. Alors là, c'est pas une chaîne de Bolloré, mais en tout cas, oui, il mériterait aussi les deux. Catherine qui dit continue à manger ta mangue et surtout parle de ton père, c'est plus vrai. Cécile, je suis atterrée de ce qui est devenu notre pays. Maintenant, pour faire carrière, il faut être le plus raciste, sexiste, LGBTophobe possible. De ouf. Et Sal qui dit quel petit merdeux, évidemment, pour finir en beauté. Le gars n'est toujours pas en tôle pour avoir appelé à cramer une ambassade et donc appel au terrorisme. De ouf.
De ouf. Ah ouais, vraiment. Il est arrêté avec Tonton Bouygues. Non mais avec tout le monde là, je te jure. Non mais c'est vrai, ça, c'est un appel à l'acte terroriste. Brûler une ambassade, je suis désolé. Enfin, c'est n'importe quoi. Allez, on va se détendre avec le général Yakovlev sur LCI. Il a décidé de dézinguer. Ils doivent regretter de l'avoir invité, mais en même temps c'est un général. Il parle de la finule, les soldats comment ça s'appelle, des casques bleus là, de l'OTAN, des Nations Unies, pardon, force au Liban, précisément, force intérimaire des Nations Unies au Liban, voilà. Très exactement, la finule, on dirait l'acronyme d'un vieux truc en France, genre, tu sais, une association qui gère, je sais pas moi. T'es allé à la finule, ouais, tu peux obtenir des livres gratuitement. Bref. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le général Yakovlev? Il va dire les termes, hein. T'imagines bien. Allez, c'est parti. Des chiffres qui viennent de la finule, et c'est pour ça que Israël n'aime pas la finule. Parce que la finule a des radars et documente les agressions et les violations de l'un et de l'autre. Après le cessez-le-feu de novembre 2024 et jusqu'à la reprise de la guerre, la finule a documenté 4 roquettes ou obus tirés par le Hezbollah en Israël qui ont atterri dans des champs sans tuer personne. Et 10 000 violations israéliennes, dont 2500 sont des attaques, des bombes, des roquettes ou des missiles. Là, le mot est dû au Hezbollah, général. Précision quand même, en l'occurrence, le mot est dû au Hezbollah, donc... Non, attendez. Ça, c'est un micro-événement, je le regrette. C'est pas un micro-événement, c'est la mort d'un soldat. Non, par rapport à ce qui s'est passé, c'est 10 000 violations contre 4. Donc, qui attaque qui? Alors, je suis pas d'accord que le Hezbollah doive garder des armes, il devrait les rendre, on est d'accord. Mais la vérité des prix, c'est que c'est 10 000 violations contre 4. Plus les morts français. C'est QFD, hein. Les hommes montent, mais pas les chiffres. Tu parles de Yacine Bellatar? Non, c'était moi qui avais gagné mon procès contre lui. C'est pas l'inverse, il a pas porté plainte contre moi. Bah, les faits. Qu'est-ce qu'il a, l'autre, à défendre, nous dit Sektieba, l'indéfendable? J'avoue, en même temps, il y a Fenwick à côté, si tu glisses, il ramasse, faut rester concentré. Mais j'avoue, l'ancien général a dit les termes, Catherine qui dit, il a tout dit, et l'autre veut pas l'entendre. Mais oui. Alors, Fenwick, dans le regard, il est prêt. Fenwick, là, mon frère, il attendait qu'une chose, hein. Tu le sais, je le sais. Il attendait qu'une chose, Fenwick. Au moindre trébuchage. Et allez, c'est parti. Oh non, il sort le Fenwick encore. Oh là 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 là. Non, Fenwick, il est toujours là, hein. Que ce soit voilà, les vacances, que ce soit férié, il sort le Fenwick, il a pas le time. Il a pas le time, Fenwick. Aïe. Là, je peux te dire que il a le pied sur la pédale. Bon, il va pas très vite, hein, mais par contre, t'inquiète pas. Alors là, ça vient soulever l'info. Qu'est-ce que ça me tue, ce truc-là. Tu devrais lui envoyer ce générique. Je crois que je l'ai fait. Je sais même pas s'il a qu'à là. Parce qu'on se connaît à en même temps, tu me diras. Ignoble, la meute de BFM. Attends. Avant, Andrea, tu me disais quoi? Est-ce que je vais parler de la flottille, la nouvelle flottille qui a été interceptée? J'ai pas d'infos là-dessus. Et vous connaissez, hein, moi, je produis pas d'infos. À part en intro, je parle un peu de tout. Et dans les no-comments, mais du coup, on commande pas. Mais moi, c'est surtout que j'analyse comment les médias parlent des choses. Mais là, la nouvelle flottille, ça s'est passé la nuit dernière. Et je pense pas qu'on va avoir d'infos de la part des médias. Donc, on va regarder nous-mêmes. Hein, on va aller chercher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez des trucs, allez-y. Hein. Flottille interceptée, moi, je check. Dans des conditions illégales, il y a... AJ+. Ah, tiens, je l'ai AJ+. Ouais, parfait. Allez, on va se regarder ça. Merci beaucoup, Andrea, de m'avoir partagé, soufflé l'info. Des bateaux de la flottille pour Gaza ont été interceptés à plus de 1000 km d'Israël. Les navires chargés d'aide humanitaire
Alors, attends, je vais vous augmenter la taille. Se trouvait au large de la Grèce, dans les eaux internationales. Quand ils ont reçu un message de l'armée israélienne. Ici, la marine israélienne. Les tentatives de briser le blocus maritime sécuritaire et légal de la bande de Gaza constituent une violation du droit international. Si vous souhaitez livrer de l'aide humanitaire à Gaza, vous pouvez le faire via des canaux établis et reconnus. Toute nouvelle tentative de naviguer vers Gaza met en danger... Oh merde. Attends. Met en danger votre sécurité. Des équipages de la Global Summit Flotilla rapportent avoir été suivis par des drones et mis en joue par l'armée israélienne avant d'être arrêtés. Ces derniers jours, ça c'est une activiste néerlandaise qui parle. Ces derniers jours, ces dernières heures, il y a eu beaucoup de drones qui faisaient des allers-retours au-dessus de nous. Des bateaux venant de différents côtés ont reçu des menaces. Nous menons une mission humanitaire pacifique vers Gaza. Nous n'avons pas d'armes à bord. Ils ne veulent pas qu'on atteigne Gaza. Ils ne veulent pas que nous aidions les Palestiniens dans leur combat contre Israël. L'élu communiste de Paris, Raphaël Primet, compte parmi les activistes arrêtés par Israël. Son parti demande au gouvernement français d'exiger sa libération immédiate. Dans les eaux internationales, hein, évidemment. C'est des menaces, ça, non? Non, mais je te jure, c'est flippant. Comme lors des expéditions précédentes, ces interceptions sont illégales. Et l'arrestation des passagers s'apparente à un kidnapping. D'après les organisateurs, ils ont vu leur moteur saboté et leur communication brouillée. Puis ont été abandonnés au milieu de la mer. Leur équipage toujours à bord à l'approche d'une tempête. Ah, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Vraiment. Il y a la Serbie qui va ouvrir une usine de drones de guerre pour Israël. Qu'est-ce qui leur arrive? Pourquoi ils font ça? C'est même plus la mode maintenant. C'est fou, 1000 bornes. C'est la France du nord au sud quand même. Et zéro réaction. Ouais. Ouais, non, mais c'est quand même dingue. Ils se font intercepter à 1000 km. Non, mais c'est vrai, j'ai pas assez relevé ce truc-là. Ils se font intercepter à 1000 km. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et genre, personne ne tique. Bah, c'est le territoire, il est grand quand même, là. N'importe quoi. Les journalistes qui ne font plus de journalisme. Évidemment. Donc, ah non, là, c'est autre chose. On enchaîne avec, tiens, Israël again. La meute de BFM TV attaque une journaliste de guerre libanaise pour le crime d'avoir été tuée par Israël. Non, mais alors là, c'est scandaleux. C'est scandaleux, écoutez ça. Absolument répugnant. Pour Israël, BFM TV justifie la mort d'une de leurs consoeurs journalistes. Une journaliste qui était très connue, hein. Jules m'en avait parlé d'ailleurs. Libanaise a été tuée dans une frappe israélienne dans le sud du Liban, dans la ville d'Al-Tiri. Elle s'appelait Amal Khalil. Elle travaillait pour le journal Al-Akhdar en tant que correspondante au Liban et elle a été retrouvée dans les décombres par des ambulanciers, escortés par l'armée libanaise. Je vois votre réaction à cette information. Alors, Al-Akbar, c'est un journal proche du Hezbollah. Ça y est, ça commence. Les proches d'eux, Les Israéliens ont l'habitude. Ah, il y a un communiqué qui a été fait par BFM pour s'excuser. Très bien. De dire que les journalistes qui travaillent avec le Hezbollah sont des espions, qui travaillent pour le Hezbollah. Donc là, c'était ciblé. À partir du moment où on donne le nom du journal, c'est ciblé. C'est clair, net et précis. Et Al-Akbar, je l'ai un petit peu consulté aujourd'hui, effectivement, déjà. Oui, c'est très, très, très pro-Hezbollah. J'étais jamais d'accord avec elle, mais elle méritait pas ça, c'est vrai. C'est vrai qu'elle était proche du Hezbollah, nous dit Jules, mais c'était son droit. Ouais, parce que t'as envie de dire, c'est pas ça qui justifie que tu puisses te faire buter, quoi. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Le droit surnational. Non, mais c'est une dinguerie. Vraiment, c'est... Bon, ils sont excusés, apparemment. Ils ont fait un communiqué. Moi, j'aurais aimé, à l'OACKR, que tu t'excuses dans l'émission à la même heure. C'est trop facile. Non, un communiqué... Et si t'as un journaliste proche de Tsahal, ça dit quoi? De ouf! Très bonne question de la part du showrunner. Si t'es proche
c'est un journaliste proche de Tsahal. Et on en a une flopée parce qu'ils ne se cachent pas, ils se réunissent même dans des événements de soutien. Donc vraiment, j'en suis sûr, nous dit Sektieba, que c'est une infraction impénale de justifier un crime de guerre par un mensonge. Pas par un mensonge, a priori. Mais tu peux pas justifier la mort de quelqu'un, d'un journaliste comme ça, quoi. Ça qui dit, les Israéliens l'ont d'abord raté une première fois, puis elle s'est réfugiée dans une maison qu'ils ont détruite et ils ont ensuite empêché les secours d'intervenir en leur tirant dessus. Crime de guerre, crime contre l'humanité en direct live et nos dirigeants s'en battent les couilles. On de réveil de cette origine. Bon, après, là, il manque des mots à la fin. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il y a que des problèmes de connexion, tu nous dis, Fego? Arrête, là, je suis en full... Là, tu peux pas me dire ça. Là, tu me fais de la peine. Ah non, c'est toi, j'ai eu peur. Parce que là, j'ai investi dans du... pour de la fibre. Je te jure que là, j'allais commencer à péter mon câble. Hein. J'allais péter mon freaking câble. Ah non, c'est smooth. Ah non, bah oui. Non, c'était Fego, il parlait de chez lui. Ah là, mon frère, là, je peux... Là, frérot, là, on est dans une connexion, t'as peur, là. Je pense que même carrément, les phrases, elles arrivent chez vous avant même que je les prononce. Donc vraiment, on est bien. Et d'ailleurs, je vous rappelle que nous sommes 10 sur Facebook. Et ils reviennent en forme. Bravo. Une fibre charnelle. Ah là, c'est une fibre charnelle, la vie de ma mère. On continue avec... Alors ça, cette news, elle est incroyable. Elle me dégoûte. Écoutez, les ministres de ce gouvernement sont en potentiel conflit d'intérêts à cause de leur action en bourse. Écoutez. Le côté extrêmement élitiste d'une partie du gouvernement, là on a vu en fait Regardez Monsieur Darmanin. Attendez, mais juste pour finir, il y a quand même la moitié des ministres qui sont en potentiel conflit d'intérêts de par leur actionnariat. C'est ça surtout. Ah voilà. Non mais c'est ça qui est intéressant. Non mais c'est vrai. Dans la haute autorité de la transparence pour la vie publique, c'est ça donne les actions que vous avez dans des entreprises qu'on est censé encadrer ou légiférer. Par exemple, il y a plus d'une vingtaine de députés qui sont actionnaires chez Total. Mais ils ont quoi comme action? Mais même, je suis désolée, ça vous place dans une disposition. Vous savez que c'est le nombre d'actionnaires en France, il est à peine de 2% par rapport au commun des mortels dont je vous parlais. Et vous me disiez, mais c'est un problème d'ailleurs. On va les laisser souffrir. Mais d'ailleurs, Madame Dufour, on devrait encourager les gens à placer beaucoup plus leur argent. Au moment où on risque le crash financier aux États-Unis, je pense que c'est une mauvaise idée. Plutôt que d'épargner sur des trucs qui ne rapportent rien. Mais moi qui sont sécurisés, monsieur. En réalité, oui, mais ça c'est le problème justement de. Mais non, mais dites pas ça. On est au bord d'une crise financière. Vous avez vu. Vous entretenez la peur des gens. Excusez-moi, le plateau d'avant était en train de dire qu'on est au bord de l'explosion mondiale. Alors dans ce cas-là, pourquoi tous les riches placent leur pognon comme des dingues sur les marchés financiers? Ils sont pour faire fortune, il faut mieux être sur les marchés financiers. Plus cons que les autres aux dernières nouvelles. Oui, mais puisqu'ils se démerdent pour gagner beaucoup de pognon. Ils peuvent gagner. Ils sont pas 10 euros près. Ils prennent un risque et en plus ils savent très bien que quand il y a un crash financier, l'État vient sauver tout le monde. Je suis con. Il est insupportable. Les riches, ils profitent de l'intérêt et du taf des gens. Genre, je te jure. Parce que si demain tout le monde faisait comme les riches, et ben naturellement, en fait, ce serait plus rentable pour les riches. Pourquoi ce sont des riches et parce que ce sont des riches et qui peuvent se le permettre, nous dit Momé, exactement. Il est con, hein, ce Sini. Il est con, Sini. Plusieurs dizaines de députés sont actionnaires chez Total en pleine crise du pétrole, qui rapporte des milliards d'euros. Mais c'est pas normal, ça. Là, ce qu'il dit, mais ça me gave que les gens soient aussi déconnectés, qu'il faille constamment expliquer ce qui est factuel. Les gens ont la corde au cou, la moitié des Français vivent avec moins de 2700 euros par mois. Le prix des tomates grappes, c'est 6 euros le kilo. Et on nous parle de miser sur des actions alors que le fond du débat devrait être autour de la prise d'intérêt chez les politiques. Marlis qui dit le premier élément est surtout qu'il faudrait que les Français aient de l'argent à placer. Les riches achètent des actions puisqu'ils ont une éducation financière que les prolos n'ont pas parce qu'ils épargnent aussi de l'argent pour le sécuriser. Et les actions restent de la spéculation. Quand on n'en a pas ou trop peu d'argent à placer, on ne prend pas le risque de spéculer. Ben oui. Airbus, BNP, Sanofi, Zara, Monique Barbu, ministre de l'écologie, actionnaire de dizaines de grandes entreprises. On va regarder ça, c'est Vers le Média qui l'a posté avec Lou Esparguilière. Lou Esparguilière. Et regardez ce qu'ils nous disent là. C'est incroyable ce post. Je check juste voir si vous le voyez bien. Vous le voyez bien, c'est parfait.
Notre ministre de l'écologie est actionnaire de Sanofi, Airbus, LVMH, Thales, Zara, BNP et bien d'autres. Sa réponse à Vert va vous étonner. Les journalistes de Vert ont épluché la déclaration de Monique Barbu à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Nous avons halluciné. Énergie, avion, défense, banque, luxe, fast fashion, alcool, industrie pharmaceutique. L'ex-patronne détient de la WWF. Ça, c'est les animaux, ça, c'est pas le catch. Hein. La défense, c'est avec le panda en logo, c'est ça ? Détient plus de 150 000 euros d'actions dans une foule d'entreprises. Chacal, pour que tu puisses mettre 150 000 euros d'actions dans une foule d'entreprises, c'est que t'es yimbe. Ça paye l'écologie. Hein. Ouais. Ça va, alhamdoulilah. Hein. Alhamdoulilah l'écologie. Hein. Et donc, une question nous est venue. Peut-on faire son travail de ministre chargé de la protection de l'environnement et de la biodiversité tout en ayant des intérêts économiques dans une vingtaine de grandes entreprises, dont certaines parmi les plus polluantes de la planète ? Voici sa réponse. Monique Barbu n'était pas au courant car ses actions sont gérées par sa banque et elle vient de le découvrir. Merci bien. Merci beaucoup. Merci Monique. Ah bah autant pour nous alors. Tu savais pas ? Bon bah ça va. Elle a dit voilà ? Non mais si elle a dit voilà. Ouais, triez vos déchets sinon. Hein. Après avoir travaillé pendant 30 ans sur des questions écologiques aux Nations Unies en ONG à la tête du WWF France et désormais au gouvernement, Monique Barbu aurait donc investi plus de 150 000 euros sans vérifier les entreprises qu'elle finançait, ni de se soucier de l'impact environnemental de son argent. Parce qu'en plus, pour avoir des potes qui sont dans la finance, gestionnaires de patrimoine et tout, moi, quand je discute avec eux, ils te disent toujours... Alors selon les profils, parce que évidemment tu dis ah ouais tiens comment ça se passe s'il y a de l'argent à placer, tu places dans quoi parce que moi t'as vu j'aime pas ci j'aime pas ça. Les gars ils te font ah bah en vrai on fait selon tes convictions, selon ce que tu veux pas et tout. Et moi j'expliquais que j'avais du mal à jouer ce jeu là parce que je déteste le capitalisme. Donc c'est voilà. Et il dit ah ben non mais dans ce cas tu peux mettre des trucs dans des trucs un peu verts, dans des trucs de développement durable et tout. Et t'étais là oui mais en même temps tu joues au jeu du truc. Mais en tout cas il te demande. Donc c'est une mytho, c'est une grosse mytho la celle. Parce qu'elle fait genre elle savait pas mais ils te le disent. Ils sont obligés tu vois. Pire pour le cabinet de la ministre puisque le HATV VP a validé son patrimoine. Il n'est pas prévu qu'elle se déporte du dossier en lien avec les entreprises dont elle est actionnaire. Menteuse. Oh là là là. C'est un truc de ouf. Et tu m'étonnes qu'ils sont pas pressés pour bloquer les prix du pétrole, etc. Là. Celles et ceux qui ont potentiellement parmi les dirigeants qui ont potentiellement des billes chez Total. Et les gars, ils font un score total. Je sais pas si vous avez vu là. Premier trimestre 2026, plus de 3 milliards d'euros de bénéfices là. Non mais c'est pas normal. On est où là, frère ? 3 milliards ? Wesh. Et ils te disent non mais c'est pas nous qui mangeons le mieux hein. Nous c'est non il y a les distributeurs machin. Ferme-la. C'est un truc de ouf. Faut nationaliser Total, ça bouche le déficit direct. Non mais de ouf. Il y a un moment, voilà. Hein. Ils paient pas leur plein et ils récoltent des dividendes. Non mais de ouf. Alors attends, je vais te dire. Bénéfice total 2026. Tiens, il y a une vidéo qui date d'hier un jour. Ah bah j'avais vu 3,1, mais t'as raison mon frangin. Là c'est près de 6 milliards de dollars de bénéfices nets au premier trimestre. Purée, c'est bien plus. C'est bien plus que nous. Waouh. Un truc de ouf. Hein. Et le pire, c'est qu'ils bloquent ces prix depuis des semaines, Zarma, à 1,99. Parce qu'ils savent très bien qu'ils mangent, en fait. T'as vu, ils ont pas bloqué au prix qu'il y avait avant. Non, on va bloquer un... C'est un truc de ouf. Aïe, aïe, aïe. C'est en tout cas ce que réclame le Total Energy. Pourrait-il être plus généreux dans ses promotions avec des prix plus bas à la pompe ? Moi, je dirais 1,60€ pour qu'ils prennent leur marge et que nous, on le sente moins. Regardez, j'ai mis moins de 20 litres, j'en ai eu pour 42€, commente leur garagiste.
Bien sûr qu'ils peuvent se permettre, ils ont tout. Ce serait pas mal pour les artisans, pour les gens qui roulent régulièrement, qui ont besoin de faire le plein quotidiennement, de faire au moins un geste pour eux, quoi. C'est un truc de ouf. Aïe, 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 aïe. On se fout de notre gueule. Émeric Caron, qui nous dit édifiant. Nouveau moment de totale désinformation sur France Info concernant Israël. Pour faire l'analyse de la loi Yadan, Nathalie Saint-Cric invite un avocat sans préciser que c'est l'avocat du collectif Némésis. Du collectif extrémiste Nous Vivrons, pardon. Un ami de Caroline Yadan, dont il a porté et peut-être coécrit la loi qui milite pour criminaliser l'usage du mot génocide concernant Gaza. Incroyable ça, on va regarder ça tout de suite. Dis donc. Aujourd'hui, je vais vous décrypter un nouveau moment de propagande pro-israélienne qui a eu lieu jeudi dernier. Une fois de plus sur France Info TV. Et une fois de plus avec l'éditorialiste Nathalie Saint-Cric. Avec comme guest star cette fois-ci, invité comme expert, le militant pro-Israël Patrick Klugman. Un expert qui n'a pas hésité sur le plateau de France Info TV à dire l'inverse de ce qu'il raconte sur ses réseaux et ailleurs depuis plusieurs mois. C'est ça que j'ai voulu dénoncer en m'associant à la proposition de Caroline Yadan de pouvoir réprimer les abus dans l'accusation de génocide au titre de la contestation du crime contre l'humanité. Dire que c'est un génocide, je trouve ça abusif, je trouve ça scandaleux, je trouve ça trop rapide. Néanmoins, la loi Yadan, elle vous empêchera jamais de le dire. La séquence dont je vous parle aujourd'hui concerne la désormais fameuse loi Yadan et elle en dit long sur le niveau de désinformation que nous impose maintenant le service public de l'audiovisuel. Alors la loi Yadan, elle a été retirée jeudi dernier finalement, et c'est une loi qui vise à empêcher toute critique des fascistes israéliens et de l'antisionisme. Et qui, pour commenter cette information, eh bien évidemment, l'éditorialiste Nathalie Saint-Cric, qu'on ne présente plus, c'est l'ami du CRIF. Merci de m'avoir, non pas choisi, mais de m'avoir proposé de venir ici. C'est l'ami de Raphaël Enthoven. Mes deux amis. L'homme qui pense qu'il n'y a ni génocide. Il n'y a pas de génocide en Palestine. Ni journaliste à Gaza, qui explique qu'on peut donc les assassiner, ces journalistes, puisqu'évidemment c'est des terroristes. Et donc, sur le plateau de France Info TV, jeudi dernier, la journaliste présentatrice commence par demander à Nathalie Saint-Cric la raison pour laquelle cette loi Yadan est tellement contestée. Réponse de Nathalie Saint-Cric: ah, mais c'est pas le contenu qui pose problème. C'est simplement une histoire de moment. Pourquoi c'est si sensible ? Parce que c'est tombé pas au bon moment. Même si c'est ce moment qui a libéré un certain nombre de tensions antisémites qui étaient déguisées, si j'ose dire, mais là je prends un peu parti, en de l'antisionisme. Alors Nathalie Saint-Cric, qui prend parti, ça on a l'habitude. Ouais, grave. Ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est qu'elle explique, elle avoue que le but de cette loi Yadan, c'était bien d'assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme. Et donc de nous faire croire que c'était des synonymes finalement, ce qui est bien évidemment une hérésie, un mensonge. Et la meilleure preuve, c'est qu'il y a de très nombreux juifs antisionistes. Vous n'avez qu'à écouter par exemple l'interview que je viens de faire avec un franco-israélien juif antisioniste qui s'appelle Harry Wayon. Le sionisme, c'est ça ? Bah alors non, moi je ne suis pas sioniste en fait. Je ne veux pas être assimilé à ça, que je sois israélien ou que je sois juif, je ne veux absolument pas être assimilé à ce massacre d'innocents, d'enfants, enfin c'est une monstruosité. Mais revenons à ce nouveau moment de propagande offert par France Info TV. Allez, on va finir parce que la vidéo fait 10 minutes. Mais certains ont voulu nous faire croire. La jurisprudence serait intéressante, mais que, en gros, ça pouvait limiter la liberté d'expression. Alors que quand on regarde le travail qui a été fait par le Conseil d'État, on voit que, en gros, on a le droit de critiquer Netanyahou, on a le droit de critiquer le comportement, bien évidemment, des Israéliens, on a le droit de considérer qu'à Gaza, il s'est commis un génocide, alors ça, c'est plus douteux. Alors oui, peut-être que l'utilisation... Voilà, insupportable. Hein. Vraiment, tu vois, quand on parlait des journalistes proches, bah là, t'as envie de dire, et là, c'est quoi le problème, là ? Non, mais... Les médias s'entendent ensuite que nous ne faisons plus confiance aux médias mainstream. Non, mais de ouf. De ouf, c'est scandaleux ce qui se passe. Bon, la vidéo est ultra passionnante, même si elle est un peu longue, on va s'en affranchir. Et c'est tellement scandaleux, c'est que, regardez, on a un ambassadeur d'Israël en France, Joshua Zarka, qui est tout le temps invité et à qui on déroule le tapis rouge. Le tapis rouge. Regardez. Là, qu'est-ce qu'il dit ? Nous ciblons seulement les terroristes du Hezbollah. Non mais cousin, en fait, t'as pas compris que nous aussi, on avait accès à l'information ? Vous savez combien de missiles, de roquettes et de drones ont été tirés contre mon pays depuis le début de cette guerre ? 6500. Ce que nous avons tiré contre le Hezbollah, très spécifiquement contre les terroristes du Hezbollah, n'arrive
C'est pas un tapis rose, c'est un tapis rouge. N'arrive pas à la moitié de ce chiffre. Pas à la moitié de ce chiffre. 6500 drones, missiles et roquettes ont été tirés sur les civils en Israël. Nous n'arrivons pas à 3000 frappes et toutes nos frappes sont très ciblées. Oui, vous mais pouvez là, monter. ce que l'on voit sur ces images, est-ce que vous êtes sûr d'avoir tué des gens du Hezbollah? Oui. Nos frappes sont très ciblées. Ils te montrent, frère. 4 immeubles, ils sont en train de tomber. Et là, c'est-à-dire, t'as ciblé un étage en particulier ou... Si. Avec tout l'immeuble. Que Hezbollah. De la tête aux pieds, le gardien d'immeuble, dans la cave, tout, le penthouse, Hezbollah. Hier, voilà, mais là, il y a écrit... il y a écrit Master Poulet sur l'enseigne, Hezbollah aussi. Nous avons tué 200 terroristes du Hezbollah. Il y a aussi des familles, il y a aussi des enfants. Il y a aussi des frappes qui malheureusement qui tuent. Vous avez entendu cette habitante de Beyrouth qui dit moi je n'ai rien à voir avec le Hezbollah. J'y arrive. Pourtant J'y arrive. Et j'y arrive. Oh, une seconde, ta gueule. Oh. Joshua Zarka. On me coupe pas la parole normalement dans les médias. Il est malade? Malheureusement, dans une guerre, il y a des victimes qui sont des victimes collatérales. Et c'est peut-être le cas de cette dame dont vous parlez. Mais le fait est le fait est qu'on a des victimes collatérales. On a que les victimes collatérales qui meurent. Hein, mais l'épicentre, on l'a pas, tu vois. C'est genre le principe des victimes collatérales, c'est qu'elles doivent pas être plus nombreuses que les personnes que tu ciblais. Non, mais c'est un truc de ouf. Une roquette qui casse 3 briques d'un côté, une bombe avec 500 kilos d'explosifs de l'autre. Non, mais elles sont tombées. Vraiment. Et je cite celui de Flo et Oli, c'est dommage. J'ai pas vu ce que tu as cité. Non, mais c'est une dinguerie, vraiment. C'est soit bouclier humain, soit victime collatérale, de toute manière. Ouais, frappe chirurgicale, ouais vachement. Les victimes collatérales, c'est le Hezbollah qui... ouais, c'est genre, je sais pas. Ouais, c'est plutôt... Les victimes collatérales, c'est le Hezbollah, la vie. Meilleur poste, le collatéral droit. C'est très, très drôle. Ça, c'est son... Alors ça, c'est le poste préféré de ça, là. Tu joues, toi? Moi, je joue collatéral gauche, collatéral droit. Ils ont inversé les rôles. Non, mais vraiment. Hein. Vraiment. Colomboigny. Ah ouais. Je mange. Ouais, c'est ça, ouais. Y a pas de problème. Alors, on continue avec... En plus, on lui a envoyé un papier pour lui dire de partir à la dame, donc c'est sa faute. Ouais, on t'a laissé 1 heure pour partir, hein. Franchement. Oui, ils sont ciblés comme la ville de Gaza, nous dit Mac SL01. On continue avec, déjà, donc un menteur, un tueur. Des secouristes tués au Liban, la contre-enquête, 2454 morts au Liban depuis le 2 mars, date du début de la guerre entre Israël et le mouvement pro-iranien du Hezbollah. Parmi les victimes, une centaine de secouristes. Aïe. Ces images filmées par l'une de nos équipes ont fait le tour du monde. Ce père découvre que son fils, secouriste, vient d'être tué. Jude et Ali, ils sont où? Oh le pauvre. Ah bah j'aurais dû vous dire trigger warning, donc je vous le dis maintenant. Des images qui peuvent être douloureuses pour certains et certaines, donc si vous avez du mal avec les images de guerre, etc., de mort, bon évidemment vous pouvez couper et attendre un petit peu. Ici, le scooter sur lequel Jude, 16 ans, circulait avec un autre sauveteur, tué lui aussi par un drone israélien. Les télévisions britanniques ou encore canadiennes et de nombreux réseaux sociaux ont repris notre reportage pour raconter ce drame. Pourquoi ces 2 secouristes ont-ils été ciblés? Nous avons voulu comprendre comment ce jeune garçon de 16 ans, photographié ici avec son père, a été tué. Avec cet homme en deuil, nous sommes de retour sur les lieux de la frappe. C'est une rue au cœur de Nabatiyeh, fief du Hezbollah pro-iranien. C'est ici qu'ils ont frappé les scooters. Ce père explique que son fils n'est pas un combattant mais un secouriste. Mon fils n'a jamais eu d'activité militaire ou politique. Jamais de sa vie. Les Israéliens nous donnent toujours des explications mensongères. Ils disent que nous aidons à transporter des armes. Mais vous nous avez suivis en mission. Aucun de nos véhicules, et encore moins les scooters, ne transportent des armes.
Nous avons échangé avec l'armée israélienne pour avoir sa version des faits. Elle confirme que oui, des opérations contre des terroristes étaient en cours ce jour-là dans cette ville et que si des sauveteurs ont été tués, elle le regrette et elle ajoute... La frappe n'a pas visé des individus identifiés comme appartenant à une équipe médicale. Pourtant, sur nos images, voici le gilet pare-balles de l'un des deux jeunes. Une nécessité pour les sauveteurs de le porter en zone de guerre, comme pour nous les journalistes. Avec ce logo dans leur dos, Joud et Ali étaient clairement... On est sur le JT de France 2, hein. C'est clair. Hein. Donc là, on n'est pas sur le fief du Hezbollah ou je sais pas quoi. Hein. Identifiables comme secouristes. Dans cette ambulance, le corps du deuxième jeune tué, il porte le pantalon bleu des équipes de Nabatillé. 2 heures avant la frappe. Notre équipe filmait d'ailleurs Joud en tenue dans le centre de commandement des secouristes. Et son ami, Ali Jaber, 20 ans, est photographié ici, un autre jour, portant lui aussi son uniforme. Désormais, une photo des 2 jeunes orne les murs de ce centre, des secouristes qui, selon nos sources, ne sont pas financés par le Hezbollah. Quand ils sont morts, mes gars ont fait imprimer cette affiche. C'est désormais ce qu'on a le plus précieux ici. L'armée israélienne, dans sa réponse, reconnaît avoir visé le scooter, mais elle ne dit pas pourquoi. Elle dit aussi avoir ses propres images de la scène, mais n'a pas souhaité nous les donner malgré nos demandes. Vraiment la pire défense, l'armée israélienne. Hein. En termes de communication, c'est l'équivalent d'un mec qui s'est fait prendre la main dans le sac en train de tromper sa go. C'est pas ce que tu crois? Ah bon, bah alors c'est qui cette fille qui est dans notre lit? Non. Ces images, selon l'armée... Un véhicule est visible, passant devant le scooter ciblé, suivi d'un autre véhicule. Les 2 voitures se percutent. Israël avance donc que les 2 secouristes tués l'ont peut-être été lors de cette collision. Or, sur nos propres images, il n'y a aucune trace de 2 autres véhicules percutés à proximité du scooter. Et elles ont été tournées seulement 3 minutes après l'explosion. Les 2 jeunes ont donc bien été tués sur leur scooter. Enfin, l'État hébreu nous dit ceci. L'armée israélienne respecte et défend la protection spéciale accordée au personnel médical, conformément aux lois internationales. L'armée israélienne dément donc cibler le personnel médical dans cette région du sud-Liban. Pourtant, ces images datées du 15 avril montrent le résultat de frappes israéliennes successives sur plusieurs ambulances. Ces hommes touchés sont pris en charge par d'autres secouristes, mais ils subissent une nouvelle frappe. 4 sauveteurs tués ce jour-là, dont un qui appartient à l'équipe du père de Joud. Ces secouristes pleurent cette fois Mehdi, 31 ans, père d'un enfant. Ce sauveteur était là au moment des frappes sur les ambulances. Les Israéliens ont tiré sur la première voiture, puis la deuxième, la troisième, et nous on était dans la 4e. 4 ambulances touchées en même temps, et pour quelle raison? Nous avons nous-mêmes été témoins une 2e fois de frappes sur les sauveteurs de Nabatillé. Nous les suivons en mission. Après une frappe de missile israélien, c'est la course pour atteindre les victimes. Mais 7 minutes après notre arrivée et celle des sauveteurs, 2e bombardement. Nous entendons clairement des frappes d'artillerie. Elles s'abattent dans le périmètre de la zone de recherche. 3e, puis 4e attaque. Les secouristes fuient les lieux, nous aussi. Selon les autorités libanaises, 100 sauveteurs et membres du personnel médical ont été tués depuis le début de cette guerre. Guerre. Bravo aux journalistes qui étaient sur place. Bravo à France Info, à France TV d'avoir eu le courage de publier ça.
parce que normalement ça devrait pas être un courage, mais force est de constater qu'en France, ça l'est. C'est quand même étonnant. Et pourquoi ça fait pas plus de bruit, quoi? Vous avez entendu et vu la même chose que moi. Enfin, pourquoi ça fait pas plus de bruit? Pourquoi ça passe comme ça à la trappe? C'est scandaleux. Ils visent précisément et intentionnellement des secouristes. Des secouristes. Des gens qui risquent leur vie pour sauver d'autres personnes. Allez me dire encore que c'est l'armée la plus morale du monde, etc. Et de laisser des gens pouvoir le dire de façon éhontée dans les médias. Allez tous vous faire mettre et big up à toutes celles et ceux qui prennent la parole, qui risquent leur vie. À quel moment on arrête la kayfabe? Ça va plaire à Kevin. Merci Marlise. Prétendre depuis le début que les frappes sont précises, l'ennemi, lequel ciblé et finit par tuer des civils. Je vais le dire doucement, mais je vais le dire une fois. Il n'y a pas de mort civile qui puisse être classée en dommage collatéral. Merci Marlise. Vainé. Parce qu'on ne connaît pas encore son nom de famille, mais on a hâte de le découvrir pour savoir comment on le prononce. Mélenchon 2027. L'évidence pour Olivier Tonneau. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Il a dit ça dans quelle émission? Ah, c'était sur Mediapart. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que... C'est rare d'entendre des gens dire ça. Il me semble tellement évident que, alors je vais être très à l'éfi dans tout ça, que Mélenchon sera nécessairement le candidat qui emmènera la gauche pour des raisons qui parfois échappent et qui me semblent tellement évidentes. C'est-à-dire que construire un candidat pour une gauche de rupture, c'est incroyablement difficile. Il faut arriver au moment où on est connu jusqu'au fond du dernier PMU de France. Il ne s'agit pas d'avoir fait 3 apparitions dans la matinale de France Info. Par ailleurs, le candidat de rupture, quel qu'il soit, se prendra des tombereaux de calomnie de la part des médias mainstream. Et parfois, il y a une naïveté que je trouve confondante dans tous ces gens qui s'improvisent candidats et qui se rendent même pas compte que la raison pour laquelle ils sont si bien traités par les médias, c'est parce qu'ils n'ont aucun poids et qu'ils viennent justement pour dire du mal de Mélenchon. Donc Mélenchon a l'avantage d'être blanchi sous le harnais et d'être arrivé au point où les calomnies qu'on dit de lui n'impriment plus, tellement il y en a eu. Donc, pour moi, la question de la présidentielle, elle est déjà absolument réglée. Ça va être Mélenchon avec tout ce qu'on peut lui reprocher. C'est pas la question. Il y a un sorte de cycle qui va se fermer. 2012, 2027, ça aura été ce grand voyage-là qui va se finir en 2027. Et j'avoue que moi, je garde certains espoirs que ça se finisse pas si mal. Après, bon, c'est vraiment une question pragmatique de se dire, pour moi, évidemment, la présidentielle, ça va être soutenir la candidature de Mélenchon. Avec enthousiasme ou pas, c'est une autre question. À la limite, ça n'a même pas d'importance. C'est juste une question pratique. Et B, je ne connaissais pas. C'est rare d'entendre ça sur les écrans. Marlise qui dit en même temps, c'est déjà ce que sous-entendent tous les membres de LFI quand ils sont interrogés sur le sujet. Il est là qui dit Inch'Allah. Mais si les universitaires le disent, quoi qu'on pense de Mélenchon? Hier, je discutais avec un gars qui avait croisé à Saint-Denis Mélenchon et tout le monde pendant la manifestation. En soutien de lutte contre le racisme de Bali Bagayoko, là, il y a quelques semaines. Et il me disait, c'est tellement flippant comment on dirait une secte autour de Mélenchon où tout est organisé comme tel. Et je serais curieux de voir ça de mes yeux, parce que quand c'est des journalistes à la Nora Bussini, tout ça, là, qui essayent juste de discréditer, j'ai pas envie d'y croire. Mais du coup, là, lui, il a pas de raison on est en privé, il a pas raison de me raconter ça, tu vois. Et moi, j'aimerais bien voir ça, quoi. Voilà. Il me disait que c'était assez étonnant. Écoute, toi, tu dis non. Tu dis non, Méta, ok. Il y a des fanatiques partout, ouais, c'est vrai, peut-être aussi. Hein. Parce que quand tu vois les gens autour de Bardella, etc. Il sera là à 13h30 à Paris, si jamais. Ok, on note. Catherine Tricot, on fait très attention de cibler les aides pour les particuliers. Par contre, pour les grandes entreprises, on arrose en général. Aïe, je sens que je vais aimer cette vidéo. Je sens que là, Catherine, elle va détricoter. Elle va te rhabiller pour l'hiver, même, je dirais. Maintenant, il faut se poser la question de où
il y a de l'argent, où il y a de la richesse et comment on peut la mobiliser. Et donc, il y a deux choses, c'est qu'il y a de la richesse déjà dans nos entreprises qui ne sont pas... parce que les aides ciblées, on ne le fait pas pour les entreprises. On a 220 milliards d'aides aux entreprises qui ne sont pas ciblées, qui sont généralisées. Dont les réductions de charges sur les petits salaires. Absolument, qui sont généralisées, y compris pour les entreprises qui font de gros bénéfices, qui bénéficient de ces aides. Donc, on fait très attention de cibler les aides pour les particuliers. Par contre, pour les grandes entreprises, on arrose en général. Donc ça, c'est la première chose. On pourrait faire un peu d'examen de tout cet argent, parce que 220 milliards, c'est un tiers du budget de l'État. Donc on pourrait peut-être un peu regarder ce qui se fait de ce point de vue. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est que notre richesse, c'est d'abord notre population. Et pardon, madame, de vous dire que dans la Macronie, cette moitié, la moitié du social ne fait pas partie de votre logiciel. Vous n'avez pas ça dans votre... moi, je dis, vous n'avez pas dans votre tête, vous ne pensez pas le fait qu'il faut embarquer tout le monde, qu'il faut que tout le monde... Merci des aides pour les miels. Ce sera pour lundi alors. Parce que là, j'en ai déjà pas mal. Vivent bien, vivent dignement, ça ne fait pas partie. Vous avez privilégié les plus riches en pensant que les plus riches seraient les locomotives et allaient nous hisser vers le haut. Eh bien, moi, je vous dis que ça ne s'est pas produit. Ça a produit une aggravation de la dette et ça produit des déchirements politiques et sociaux dont notre pays risque de ne pas se remettre. Elle a dit les termes en direct de la station thermale. Bravo. Bravo. Autant de justesse au réveil, je suis stun. Ah non, mais vraiment, là. Leur histoire de ruissellement, là, allez vous faire foutre. Marlise qui nous dit, et pour les banques, c'est fontaine de jouvence. Mais la vérité, c'est que le gouvernement sait très bien ce qu'il fait. Pour nous, le gouvernement doit nous représenter, de servir nos intérêts. Dans les faits, il privilégie les ultra-riches et s'assure de garder leur pouvoir. Pour conclure, le gouvernement bosse très très bien. Il fait ce que les ultra-riches attendent de lui. Le peuple ne compte pas. Nous ne sommes pas en démocratie, mais en oligarchie. Plus exactement, la plutocratie, le pouvoir exercé par les plus riches. MacSL01 qui nous dit, les droitards et leurs suppôts décérébrés. À Nice, 2 CRS alcoolisés ont lynché au sol puis volé les affaires d'un jeune homme de 23 ans. C'est la conséquence de l'impunité grandissante de la part de CRS. À Nice maintenant, 2 CRS ont été placés en garde à vue ce matin. Ils sont soupçonnés d'avoir frappé au sol un jeune homme de 23 ans avant de lui voler plusieurs effets personnels. Une vidéo de la scène a été remise aux enquêteurs. Luc Lacroix avec Éric Pelletier. Sur ces images amateurs, 2 hommes en t-shirt noir donnent des coups de poing et de pied à cet homme en blanc qui gît au sol. Il le tire même par les cheveux. L'homme au sol interpelle un passant, le supplie d'appeler la police. Quelques mots qui laissent entendre que les agresseurs seraient en fait des policiers, ce que soupçonne aussi l'avocat de la victime. Professionnel et encore une fois ce témoin qui interroge les agresseurs en lui disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi cet acharnement, et on lui répond il n'a pas voulu nous donner des papiers. Je connais pas beaucoup d'agresseurs se comporter ainsi. Ce soir, le procureur de la République de Nice semble confirmer cette hypothèse. 2 fonctionnaires. Je te jure, ça n'existe pas les violences policières. Non. Maire de police a fait des cas isolés qu'on a tous les jours. Dans une compagnie de CRS en déplacement à Nice, se présentait au service. Excellent crypto-passif. Red Bull donne des ailes, l'État donne des aides aux riches. Excellent, on peut l'applaudir. Là, à 2 doigts de passer sur France Inter faire une chronique. De police avec leur hiérarchie et étaient placés en garde à vue pour violences aggravées. Impossible de savoir à ce stade comment l'altercation a commencé. Selon la victime, les 2 agresseurs étaient sous l'emprise de l'alcool. Ça, c'est sidérant. Et cette impunité. J'ose pas imaginer si le RN passe en 2027, nous dit Daldalou. Sal qui dit un samedi soir normal chez les flics. Leïla qui dit franchement, je suis choqué, j'ai l'impression que depuis l'horrible meurtre de Naël, ils n'en ont plus rien à faire. Qui ne dit rien consent. Le gars a pu continuer à exercer avec une belle cagnotte. Oui, on sait tous, au pire, il y a le sursis. Ah non, mais ouf. Alors, il n'a pas eu la cagnotte finalement, heureusement, qui a été annulée par l'État, mais quand même. Francesca Albanese, rapporteur spécial de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés.
a appelé le Conseil de l'Europe à suspendre la participation d'Israël en tant que même qu'observateur. On écoute tout de suite. Pas de compte bancaire, pas de paiement, pas de réception de paiement. Je me suis vue annuler mon assurance médicale. Je me suis vue annuler des réservations d'hôtels parce que, en fait, vous voyez Francesca Albanese, relatrice des Nations Unies pour le territoire palestinien occupé par Israël, mais en fait, je suis traitée en tant que Pablo Escobar. Ah ouais, un son de gauche, désolé. C'est ouf que la meuf, elle puisse même pas le réserver un hôtel, qu'elle puisse même pas... C'est quand même scandaleux, on en est là, quoi. Même son mari a dû démissionner de son poste. Non mais c'est incroyable. Incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. On en est où, là? On en est où? C'est quoi, ça? C'est quoi? Marlis qui dit, comment ça s'appelle déjà un pays dans lequel on empêche les individus d'être libres, d'aller et venir, de disposer de leur argent, d'accès aux soins pour des idées politiques? Qui peut m'aider? J'ai le mot sur le bout de la langue. Ah oui, une dictature, merci. Leïla qui dit, franchement, force à cette femme qui, malgré toutes les intimidations, calomnies, pressions et autres qu'elle a subies, continue de se mobiliser et dénoncer cette horrible injustice avec la complicité européenne. Un mental de fou. Non mais là, toutes les femmes qui... comme Rima, comme Francesca et toutes les autres là qui sont sur le struggle, qui bénéficient de cette double peine et de ne pas être du bon côté du système ou du narratif, et en plus d'être une femme et qui lâche pas l'affaire. Franchement, grand respect parce que le struggle, respect à vous les femmes. Ah ouais, vraiment big up à toutes les femmes là. Vraiment, c'est un truc de fou. Si Israël continue cette politique qui, au fond, contrevient à son histoire même, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Macron qui dit ça maintenant, mais va te faire! Tu dis ça là comme ça, après 2 ans et demi. Pour ce qui est de l'accord d'association avec Israël. Ah bah, Cécile, t'arrives au moment où on est en train de dire big up aux femmes. Je vais ici dire des choses simples. La France est attachée à Israël, son existence, sa sécurité, la sécurité des populations israéliennes, de son peuple. Dans le même temps, nous avons condamné très clairement, dès le début, ce qui était fait à Gaza, ce qui continue d'être fait en Cisjordanie, et la violation de la souveraineté territoriale du Liban. De même que des choix massifs qui ont été pris ces derniers mois par le gouvernement israélien. Ce contexte rend légitime une interrogation et un travail que nous devons mener en Européens sur la suite de cet accord d'association. Et il est évident que si Israël continue cette politique, qui au fond contrevient à son histoire même, nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Ça, c'est trop les menaces à la française. Oh là 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 là. Nous ne pouvons pas faire comme si de rien n'était. Et je le dis avec gravité. Nous condamnons. Et avec une grande fermeté, je le dis, les droits dans les yeux. Nous allons prendre des mesures. Mais vraiment, que ça, quoi. Oh là là, vraiment que ça. Oh là là. Maintenant, j'attends aussi les prochaines semaines. Ça n'est pas dans le moment où il y a quelques jours, Israël a accepté un cessez-le-feu pour le Liban, s'est engagé dans des discussions qui me semble qu'il faille précipiter une confrontation. Mais je pense que c'est une interrogation légitime et la France, au moment venu, clarification étant faite des choix à venir dans les prochaines semaines que fera Israël sur ces grands dossiers, eh bien nous aurons à nous coordonner avec nos partenaires européens pour voir l'avenir qu'on donne à cet accord. Mais les choses ne peuvent pas continuer comme il y a quelques années, d'évidence. Maintenant, je regarde avec confiance les prochains jours et les prochaines semaines. Il y a un cessez-le-feu, c'est un acquis important. Il y a des discussions qui vont se mener et nous souhaitons qu'elles se passent dans les meilleures conditions possibles. Et donc, Allez, merci pour ton inactivité. Merci d'avoir rien fait, ça fait plaisir. Il y a eu plein de commentaires, oula. Lydie qui dit encore une fois, la parole du peuple est bafouée, ils n'en ont rien à foutre de notre avis. Stade qui dit blablabla, casse-toi à tout jamais, raclure de fond de bidet. Olivier, mon gars sûr, qui dit MDR, ce que nous avons condamné
très clairement dès le début ce qui a été fait à Gaza. Foutage de gueule d'un alcoolique drogué en défaillance mémorielle. Leïla qui dit quelle mascarade, encore une fois, le pire c'est qu'avec la Russie juste avant, pas une, pas deux mesures concrètes et les condamnations ont été prises sans condition et il essaie encore de gagner du temps comme s'il manquait de preuves ou de faits. Arrête Manu, pas à nous. Non mais de ouf, oh là là. Il a dit non avec la bouche et oui avec son cul. Roussounette. Mose Fennec, rarement vu des discours aussi vite que les siens. Il parle de cessez-le-feu qui a été rompu 1000 fois, et ce dès les premières heures qui ont suivi les accords. Il parle de voir les prochaines semaines et donne donc ainsi son aval pour que les massacres continuent en attendant. Et fait encore ce qu'il sait faire de mieux, être une vulgaire serpiesse face à Netanyahou et Trumpet. T'as dit les termes, mon frangin, t'as dit les termes en direct de la station thermale. Je suis obligé de te le dire, bravo. On continue avec France Info RN qui continue de faire le SAV du RN. La Route qui dit que Chenu a proposé une baisse de 13 centimes par litre quand Bompard dit 1. Et devinez quoi, Chenu a dit 13 puis s'est corrigé en disant 1,3 litres. Manuel Bompard avait raison comme d'habitude. Putain mais il est nul la Route. Oh il est nul. Une position et une décision donc assez élémentaire. La baisse de la TVA et des taxes sur le pétrole, non, comme le propose le RN par exemple. Mais le RN, écoutez, franchement, j'ai vu Monsieur Chenu dans une émission de télé qui nous explique que sa grande proposition, c'est de baisser le prix du carburant de 1 centime par litre. Donc vous voyez, c'est 1 milliard par mois. Si je regarde pour une baisse de combien de centimes pour une baisse de la TVA, pour baisser la TVA à 5,5, bien sûr. Combien de centimes par litre ça peut faire 13, 15 centimes par litre. Donc, oui, je vous ai dit en fait, pardon, 1,3, pas 13. 1,3 centimes par litre. Et 13 sur France 5. Et 13 sur France 5. Bon, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Ouais, je sais pas, mais il va falloir qu'il précise alors, parce qu'on comprend pas très bien quelle est la position du Rassemblement National. Vous l'appelez ce matin à préciser la position du Rassemblement National. C'est pas que je l'appelle, mais pour la clarté du débat public, ce serait bien, parce que si la grande proposition du Rassemblement National, c'est de baisser de 1 centime par litre le prix du carburant, la belle affaire. La proposition qui est la nôtre, c'est de le baisser plutôt de 40 à 50 centimes. Ça soulagerait vraiment les Français. Julien Audoul était à votre place hier pour parler justement de proposition du Rassemblement National, et Julien Audoul a notamment été interrogé sur cette grande première, le Rassemblement National, et Jordan Bardella ont donc été reçus hier midi par le bureau exécutif du MEDEF. C'est inédit. Il est nul, la Route, il est vraiment nul. C'est le journaliste le plus nul de sa génération. Techniquement, tactiquement, la Route, on dirait un mot inventé par Ribéry pour dire la retourne. Aïe, 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 aïe. Leïla qui dit quelle démonstration de journalisme, encore une fois, naze. Il aurait pu tout simplement lui demander ce que propose clairement LFI sur le sujet sans encore une fois l'opposer au RN qui au passage a montré son incompétence dans le domaine, ce que souligne ici Bombardier. Mais de ouf. Purée de pommes de terre. Oh là 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 là. On enchaîne avec Bouamran. Karim Bouamran, hier invité ou avant-hier, sur C'est ce soir, qui stigmatise encore LFI, parce que, tu sais, quand on n'a pas de conviction particulière ou qu'on n'a pas de programme ou quoi que ce soit, en France, on a une technique pour pouvoir occuper l'espace médiatique, c'est de critiquer LFI. Pour le dire vite, ils partent du principe que quand vous êtes un Maghrébin issu des cités, un Noir issu des cités, ou un Blanc issu des cités, ou un Asiatique issu des cités, pauvre, vous devez systématiquement être essentialisé et consommer un type de produit, pour des raisons multifactorielles que vous avez toutes et tous évoquées, mais vous ne devez pas bouger de ce périmètre, vous devez voter de la sorte. En gros, vous êtes maghrébine, chère madame, vous êtes automatiquement de gauche. Si vous êtes de droite, trahison à la nation, vous êtes automatiquement d'une certaine confession, et ce type de raisonnement est porté par la France insoumise de façon hyper réductrice. Regardez sur l'aspect... Oh là 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 là... Sécurité. C'est exactement le même sujet. Ouais, donc t'es de droite, Karim, c'est ça ? Oui. Si vous étiez pas sûr... Part du principe que lorsque vous êtes issu des classes populaires, vous ne pouvez pas avoir un travail fécond avec la police. Sans ça, on vous fera un procès en trahison. Je suis le premier à m'insurger contre les violences policières, mais derrière, lorsque je démantèle 100% des trafics de drogue dans ma ville, les premières victimes collatérales, comme la malbouffe, ce sont les classes populaires. N'importe quoi, vraiment, il est fatigant. Oh là là, les victimes de la malbouffe. Maintenant, ils parlent de la malbouffe, mais le Burger King qui est en face du Master Poulet, c'est quoi ? C'est de la haute gastronomie healthy ?
Non mais fous-toi de notre gueule, quoi. Oh là 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 là. Tiens, il y avait un petit scam. Hop. Sur le Telegram. C'est complètement faux, mais punaise, le pseudo a vraiment la rage que LFI apporte la preuve du sérieux de leur programme, alors que ça se joint aux fachos sur leur sujet de prédilection pour faire le buzz, il dégoûte. Ça, c'est Daldalou qui dit ça, ouais. Vous pouvez pas... La dernière fois, là, je te dis, ça m'a tué quand j'étais en train de... je vous l'avais dit, manger... tout seul là avant mon interview de Sandrine Rousseau et qu'à côté de moi il y avait 3 personnes qui parlaient, des darons là, des anciens, et qui disaient de toute façon tu regardes le programme du RN et de LFI, c'est le même. Non, LFI ils ont un programme souvent en plus qui a été chiffré, qui a été challengé par des économistes, challengé par des organismes, et en face t'as rien. T'as rien. Oui, à part dire oui, LFI c'est des électoralistes. Bah, excusez-nous, ils s'adressent à des gens qui sont pas représentés ailleurs. Vous, quand vous adressez aux ultra-riches, on vous dit pas que vous faites du clientélisme. Bande de pitres, va. Alors là, putain, le combo de la mort. Sardoche au micro de Vincent Lapierre. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un droitard et à quel point ils sont vides intellectuellement, vous allez voir. Bardella, il peut pas gagner contre un Édouard Philippe, pour moi. Que le plafond de verre, il se crée uniquement à cause Regardez Grok, si ça avait été un humain. du fait que tu places au centre de ton débat l'immigration. Mais c'est bien, c'est quelque chose qu'on a envie d'entendre, nous. Ouais. La France aux Français, machin, la France aux Français de papier. Bande de pitres, va. Il a peut-être encore une chance de passer, mais tu te doutes bien que démographiquement, avec tous les enfants qui ont été faits il y a 15 ans, ils vont avoir 18 ans en 2029, 2030, 2032. Bah, il y aura beaucoup plus. Ce plafond de verre diminuera d'un cran. Bardella, il peut pas gagner contre un Édouard Philippe, pour moi. Je le pense sincèrement. Si, les sondages, c'est 50-50. Ouais, c'est 50-50 maintenant. Ouais. Mais Édouard Philippe, là, mais arrêtez de nous le vendre comme si les gens ils étaient à fond derrière lui. Personne le cala. Il s'est fait élire sur le fil là pour son nouveau mandat à la mairie du Havre. Et là, t'es en train de nous dire que partout en France, ils l'attendent. Alors que même au Havre, le frère là, moi j'ai plus de respect. Non vraiment, moi, on va pas. Il a une maladie et tout. On va pas commencer à tailler. Mais vraiment, Édouard Philippe, moi, là où je le taillerais jusqu'au bout, c'est comment il s'est droitisé. Comment il s'est droitisé, là, déjà, quel escroc quand il était avec l'école de commerce et tout. Comment ça s'appelle ? Il n'y a plus grand-chose à tailler. Ça, c'est drôle. Non, mais il y avait plein de trucs. Et déjà, quand... comment ça s'appelle ? Il a avoué que quoi qu'il arrive, ça passe. C'était ça, c'est quand il disait « Et ça passe !» Quand t'es au fonctionnaire, c'est obligé, t'es droitard, je te jure. Et puis après, derrière, quand il te dit « Faut travailler plus longtemps » et faut travailler plus longtemps et faut travailler plus d'heures par jour, mais va te faire foutre. Même Jordan à 48%, je sais pas pourquoi ils nous vendent ça. Non mais c'est des menteurs. Ils essayent de nous forcer à croire que ça va jouer là-dessus. C'est des menteurs. C'est les instituts de sondage, on voit à qui ils appartiennent, on voit comment tu peux instrumentaliser un sondage. C'est des menteurs. Mais avec les débats publics, bien sûr, le recompresseur. Ah ouais. Depuis qu'il s'est transformé en freezer, il est vraiment devenu méchant, le frère. Et c'est médiatique. Bon, même si les gens commencent à être. C'était pas gentil ça. Un peu plus critiques sur Twitter. Mais comment c'est dans la vraie vie, tu vois. Oui, les gens, ils vont se dire, oh non, l'extrême, machin, tous les gens de gauche qui vont voter pour Édouard Philippe, si c'est Édouard Philippe. Et c'est pour ça que je pense que le plafond de verre, il se crée uniquement à cause du fait que tu places au centre de ton débat l'immigration. Mais si ça se trouve, Édouard Philippe, demain, il va changer son programme. Sardoche, je crois, c'est l'une des rares fois où il est sorti de chez lui, hein, profitez-en. On aura remarqué qu'il fera la même chose que Bardella sur l'immigration, mais juste, les gens n'iront pas lire les programmes, ils en ont rien à foutre. C'est juste l'étiquette politique, la couleur politique d'un candidat qui les intéresse. Tu penses qu'il ne faut pas parler d'immigration, ça crée un plafond de verre? Je pense que ça doit être dans ton programme, mais ça doit pas être ton sujet, quoi. Ah oui, parce que tu dois absolument assurer la sécurité de ton peuple et leur bonheur, ça doit être ça ton objectif principal. Ouais. Mais si tu ostracises indirectement des gens, parce que en fait c'est bête, mais tu vois, les gens qui sont enfants d'immigrés se sentent concernés quand on dit on veut plus d'immigrés, tu vois. C'est un Qu'est-ce qu'il raconte là ? Nous, les enfants d'immigrés, on se sent concernés que quand on nous dit il faut plus d'immigrés ?
Alors là, ça se voit que t'es pas immigré. Je comprends pas. Mais c'est Grok. Il est con comme un balai, là. C'est vraiment les gens qui sortent des grandes écoles. Ils savent additionner 2 plus 2 et faire des statistiques. Mais dès lors qu'il faut produire, comme ils n'ont pas fait de philosophie, hein, clairement, et dès lors qu'il faut produire une pensée, ils se ramassent complètement, quoi. C'est nul, mais c'est un raccourci qui est fait automatiquement. Alors que pourtant, peut-être que ça concerne que certains Afghans illégaux sur le territoire. Tu vois, on n'est pas prêt de virer des gens en France. Quand tu vois le taux d'exécution des OQTF, même si Bardella il passe demain, il y a quand même un contre-pouvoir, il y a quand même... bien sûr, évidemment. Ça va pas instantanément être tous les immigrés de 4e génération au partir du pays, bah non. Non, bien sûr, évidemment. En fait, si on répète un truc 40 000 fois qui est modéré, ça devient extrême, tu vois. Ouais. Et du coup, moi je pense que c'est pas nécessaire d'en parler en permanence. On doit parler des problèmes structurels du pays, on doit en parler forcément à un moment donné, il doit y avoir un débat sur l'immigration, mais en faire le cœur de son sujet. En même temps, Bardella, la stratégie du RN au cours des 10 dernières années, ça a été précisément de se normaliser, d'aborder d'autres sujets, le pouvoir d'achat. Moi j'ai regardé son dernier meeting justement. Ouais. J'ai regardé le meeting, avant les municipales. Ouais. Et malheureusement, c'est quand même assez... Enfin, c'est mon avis, mais c'est quand même un peu vide, quoi. Ouais. Tu vois, ça traite beaucoup de ce truc de... mais c'est bien, c'est quelque chose qu'on a envie d'entendre, nous. Ouais. La France aux Français, machin. La France aux Français de papier, tu vois. Juste, on veut pouvoir être entendu. Ouais, non, mais totalement, ouais, c'est l'inverse. Lui, il dit, aujourd'hui, on me dit des trucs modérés, ça passe pour extrême. Non, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est le principe de la fenêtre d'Overton. Mais il est con, donc il sait pas ce qu'il dit, là. Hein. C'est mignon, les fachos qui se promènent et prennent leur dose annuelle de vitamine D. Ouais, c'est... Tu vois qu'il sort pas beaucoup de chez lui, hein, le frère. Hein. Être méritant, on veut donner aux immigrés qui se donnent plus de ressources et aux immigrés qui se donnent pas moins, tu vois, logique. Des trucs logiques, mais en fait, ça n'empêche que ça tourne en boucle sur ça. Mais c'est ce que les gens ont envie d'entendre, mais pour autant... De quoi il parle ? Les immigrés qui se donnent plus de ressources, mais pas les immigrés qui se donnent moins, mais... Qu'est-ce que c'est ? Oh là 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 là... Créer un plafond de verre. Et je pense que ce plafond de verre, aujourd'hui, peut-être qu'il est à la hauteur d'un... Tu vois, tu me dis c'est 50-50. Il a peut-être encore une chance de passer, mais tu te doutes bien que démographiquement, avec tous les enfants qui ont été faits il y a 15 ans, ils vont avoir 18 ans en 2029, 2030, 2032... Bah, il y aura beaucoup plus. Ce plafond de verre diminuera d'un cran. Ah, tu penses que ça va redescendre derrière là. Bah, le pourcentage de gens issus de l'immigration va augmenter. Ouais. Même si c'est... Bah, les statistiques, elles te disent pas du tout la même chose, en fait. Elles te disent que c'est constant. CF Hervé Lebras, hein, pour ne citer que lui. Et démographe, hein, c'est son métier. Hein, c'est pas quelqu'un qui allait sur Grok pour savoir. Il est complètement con, lui. Hein. Pas un chiffre énorme. Ça va gratter quelques pourcents. Et en fait, ce débat, que de l'à peu près, tu vois. Cette posture identitaire, je pense qu'elle est vouée à l'échec. À l'échec complet. Ah ouais. Et en fait, si tu commences... Enfin, c'est mon avis, hein. Mais si tu commences à droite à te placer sur cette étiquette identitaire en permanence, et ben ce plafond de verre va nuire à toutes tes idées. Et si, justement, c'est toi qui représente la droite, tu fais perdre la droite. Vraiment tellement con. On me l'avait vendu comme étant quelqu'un d'intelligent, mais qu'est-ce qu'il est con. Un idiot interview un autre idiot, ça donne quoi ? Un dîner de con level 100, je te jure. Poutinov Vladimirovitch. C'est la première fois que je lis son message sur Telegram. Il dit « Je trouve qu'il représente plus que bien cette génération de nationalistes 2.0 ex-geeks qui sont passés du clavier au sujet politique sans passer par l'étape vie réelle. Matt, le mec, est plus blanc qu'un détenu qui serait à l'isolement depuis 38 mois. Ça se voit que rarement à l'extérieur. Ça voit que rarement à l'extérieur, donc le réel. Ils vivent dans la peur d'un monde qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'affronter réellement. Ils sont méchants et pleutres quand des centaines de milliers d'Israéliens rejoindront la France après la défaite contre l'Iran. Ils s'appuieront sur ce genre de profil pour importer leur méthode ici et créer des petites bandes de Gaza à droite à gauche. Ouais, je sais pas, mais merci d'avoir participé. Sardoche Lantello, ouais. Boulet de canon nucléaire qui dit... Rassurez-moi, Sardoche, c'est bien le mec qui se dit pas d'extrême droite, mais qui tient des propos d'extrême droite et qui se fait interviewer par des mecs d'extrême droite. Exactement. Ouais, bon, je sais pas si je vais la faire celle-là.
Je la mets, mais bon, je pense qu'il a voulu s'était trompé, c'est sur Bardella et le plein à 25 Beaucoup ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Moi, je pense à nos infirmières libérales, je pense à nos pêcheurs, à nos routiers, aux familles françaises qui ont besoin de leur véhicule pour se déplacer et qui, pour beaucoup, restreignent leurs déplacements, font des pleins de 20 à 25 euros et sont dans une situation d'attentisme. Moi, ce que je reproche... Vous êtes Voilà, je pense qu'il voulait dire qu'ils mettent, qu'ils font des, qu'ils mettent de l'essence, quoi. Qu'ils mettent des 20-25 euros d'essence, tu vois, c'est ça qu'il voulait dire, pas des pleins à 25. Mais bon, tu vois que de toute façon, c'est un truc qui est loin de lui, voilà. Mais on sait qu'il voilà, il met jamais d'essence dans un véhicule, en vrai, ce bâtard. Donc c'est normal. En tout cas, oui, il fait pas ses pleins, donc tu vois, c'est pour ça qu'il a tenté un truc, il a voulu parler. Où t'étais quand je mettais des 7 euros d'essence. Voilà, en fait, il voulait dire ça. On met des 5, il voulait dire on met un 20-25 balles, mais il connaît pas bien les termes. Il a dit que le conducteur en Porsche paye déjà beaucoup de fiscalité en France. Quand on parlait de la question du blocage des prix de l'essence, il dit bon, il y a quand même beaucoup de taxes et notamment le conducteur en Porsche. Mais pardon, Jordan Bardella, il démontre de nouveau qu'il est le candidat par et pour les riches. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Moi, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Oui. J'ai pas entendu parler d'un conducteur en Porsche, moi. Oui. Parce qu'il y a 1% des automobiles qui roulent en Porsche et qui ont les moyens de mettre de l'essence de manière abondante dans leur Porsche. Vous allez pénaliser les 99% de Français, de familles populaires et de familles modestes qui ont besoin de leur véhicule, notamment loin des grandes villes, pour se déplacer. Honnêtement, c'est pas sérieux. Je vous rappelle que la Porsche ce soir, il se dit tant mieux pour moi. Oui, enfin, il paiera un autre type de fiscalité, mais et il paye déjà beaucoup de fiscalité dans un pays qui a le pauvre chou, l'un des taux de prélèvement obligatoires parmi les plus élevés des économies développées. Donc, il faut baisser la pression fiscale. Oui. J'ai pas entendu parler d'un conducteur en Porsche, moi. Oui. Donc les mecs, ils ont même pas capté, alors que c'était un sujet sur leur chaîne, ils ont même pas entendu. Mais allez vous faire foutre, quoi. Mais Sarno qui dit, mais ils ont tous entendu Bali dire la ville des Noirs, par contre. Faudra penser à lancer un grand plan sur l'audition après la Cuenta, Kevin. T'as dit les termes, mon Sarno, t'as totalement raison. Youssef dénonce ces arguments qui tendent à faire croire qu'Israël... Youssef de PDH, parole d'honneur, que je vous invite à suivre sur YouTube et sur Twitch, dénonce ces arguments qui tentent à faire croire qu'Israël est un projet de décolonisation. C'est avant tout un colonialisme de Simon Moose. En fait, il débunk des vidéos de Simon Moose, hein, ce propagandiste qui est invité, qui fait du doxing, qui est dans l'outrance, qui est pas du tout basé, mais qui fait croire que... Le monde arabe a colonisé, a conquis le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le peuple juif sur sa terre indigène de Palestine, sur sa terre indigène de terre d'Israël, a repris son indépendance. C'est le plus vieux décolonialisme du monde, le sionisme. Et malheureusement, il y a des peuples comme le peuple kurde, comme le peuple kabyle, qui n'ont toujours pas eu la chance de pouvoir prendre leur indépendance sur le monde. Il commence fort, hein, l'abruti. Hein. Et c'est pour ça que je posais à Gamal la question suivante. Combien de pays dans le monde parlent hébreu? Il n'y en a qu'un. Combien de pays dans le monde parlent arabe? Il y en a 22. Pourquoi? Parce qu'il y a une civilisation qui a colonisé, qui a conquis, et il y en a une autre qui est restée fidèle à sa terre et qui a réussi, à la sueur de son front, à restaurer sa souveraineté sur la terre d'Israël. À la sueur de leur front? Pas du tout. C'est pas lui qui chantait au nom de la rose. Ah ouais, Mousse. On aurait dit tellement un pervers, il mettait mal à l'aise dans le clip. C'est par le vol des terres. Par le vol des terres. Et dès le début, le sionisme a postulé cet apartheid à l'époque du mandat, sous le mandat britannique. Eh bien, l'Allemagne nazie, hein, pour contourner le boycott que certaines associations juives et humanitaires dans le monde avaient décrété, eh bien, on va avoir un afflux de machines-outils qui viennent d'Allemagne. Hein, c'est le fameux accord d'Ahava dont parle Hannah Arendt, hein, dans Eichmann à Jérusalem. Et on va avoir aussi des machines-outils d'Angleterre. Donc on va avoir toute une proto-industrie qui va s'installer en Palestine et qui évidemment domine le secteur économique arabe, qui lui en grande partie est encore artisanal et encore agricole, etc. Bon, donc on va avoir l'émergence de deux économies parallèles sous le mandat britannique. Évidemment, l'une est totalement soutenue par l'Occident, c'est le système économique sioniste, hein, c'est le domaine économique sioniste, et l'autre, au contraire, eh bien, est une économie dominée. Voilà comment ça s'est fait.
Ça s'est fait par le sang, ça s'est pas fait par la sueur des sionistes, ça s'est fait par le sang des Palestiniens et par la sueur des ouvriers et des fellahines palestiniens, des paysans palestiniens, jusqu'au moment où les sionistes mettent en place cet apartheid dès les années 30 avec le mot d'ordre terre juive, travail juif. Il était interdit d'employer un arabe, il était interdit de travailler pour un arabe. Voilà, c'était ça le fameux décolonialisme sioniste. Non, c'est un des colonialismes les plus brutaux, qui postule de l'expulser. C'est pas un colonialisme d'exploitation, c'est un colonialisme de remplacement. Alors si ça c'est une décolonisation, c'est absolument aberrant. Le crypto-passif qui dit le vol des terres, pour le vol ils sont des terres. Tu me fatigues. Mais non, mais franchement, Simon Mousse qui parle de le premier pays décolonial, non mais sérieux. Merci à Youssef pour les travaux. Catherine qui dit non mais l'autre ils ont récupéré leurs terres par la sueur. Non mais franchement je sais pas, ils se rendent compte qu'ils sont en train de voler des terres de Palestiniens. Non mais de ouf. Mais le mécanisme est le même à chaque fois. Ils essaient de tirer les peuples vers eux en trouvant un point commun pour les tourner vers le monde arabe. C'est tellement vu et revu, ils font tous la même chose. Quand ils parlent des chrétiens d'Orient, c'est pour les retourner contre les musulmans. Quand ils parlent des Kabyles, c'est pour le même principe. Idem pour les Kurdes. Et ils savent ce qu'ils font. De ouf. Un jour ils découvriront qu'ils sont en train de tuer les descendants de ceux dont ils se réclament. De ouf. Le Quai d'Orsay appelle au respect du droit international mais ne condamne pas l'intervention illégale israélienne contre la flottille Sumud au large de la Grèce. Tiens. Oui, ils s'en foutent des Kabyles et des Kurdes, au même titre qu'ils s'en foutent du Soudan, du Congo ou des Rohingyas, etc. C'est juste pour pouvoir décrédibiliser les attaques légitimes qui sont faites à leur égard, les critiques légitimes qui sont faites à leur égard. Et de pouvoir dire, voilà, no news, no Jews, machin, alors que c'est pas vrai. Pas ça le take. Israël a intercepté la flottille humanitaire qui était en direction de Gaza, mais l'armée israélienne est intervenue au large des côtes grecques, en eau internationale, et a arrêté plus de 200 militants humanitaires, dont 11 Français, qui sont actuellement détenus en Israël. Selon les organisateurs de la flottille, les soldats israéliens ont détruit les moteurs et les systèmes de navigation des navires, ont brouillé les systèmes de communication, laissant les militants restants qui n'ont pas arrêté seuls en mer face à une tempête apparemment qui arrivait. Ils ont qualifié ça d'acte de piraterie. Quelle est votre position sur cette interception sur des eaux européennes, internationales, mais au large de côtes européennes, et que faites-vous pour les citoyens français qui sont détenus actuellement par Israël? Merci. Notre première priorité là-dessus. Et on commence à beaucoup le voir. Et il a l'air très sympathique, hein, il est très choupi, mais aussi nul que... C'est la sécurité de nos ressortissants et de nos concitoyens. Il y a maintenant plusieurs flottilles qui sont arrivées à Gaza, donc nos services commencent à être habitués sur la manière de pouvoir venir les soutenir et les aider. C'est d'une part d'être en lien avec les autorités israéliennes et de leur passer les messages. Deuxièmement, d'être en lien avec nos ressortissants et leurs familles. Et troisièmement, on dirait Laurent Lafitte un peu. On dirait Laurent Lafitte jeune. Pouvoir leur apporter, le cas échéant quand ils seront sur le territoire israélien, eh bien la protection consulaire dont ils ont besoin ou qu'ils souhaiteront s'ils le désirent. Donc notre consulat général à Tel Aviv, qui est responsable de ça, est en contact non seulement avec les autorités israéliennes, mais aussi avec nos ressortissants. Je voudrais aussi rappeler deux choses. Laurent Lafitte. Se rendre à Gaza. Oui, on comprend pas ce que t'as dit là. Oh là là, non, ça y est. La question, elle t'a été posée, elle était finie. Elle était finie à 49 secondes. On arrive à 1 minute... On était à 1 minute 55, on n'avait toujours pas de réponse, frère. Mais que ensuite, c'est le rôle du Quai d'Orsay de venir à leur soutien une fois qu'ils sont dans ces situations-là, pour qu'ils puissent ensuite revenir le plus rapidement possible en France. En l'état de nos connaissances, parce que la situation est aussi fluide actuellement, il y aurait une 15 Français qui feraient partie des personnes qui sont en ce moment interpellées par les autorités israéliennes. Et puis enfin, ce que nous disons, c'est la nécessité du respect du droit international et notamment du droit international de la mer en espèces par toutes les parties et l'obligation du respect
de la protection des personnes et de la... Oh, en fait, il a rien dit. Insupportable. Allez, on finit avec un niveau de racisme hallucinant de la part de Geoffroy Lejeune, la ex-valeur actuelle qui s'occupe du JDD et qui parle de la clientèle de LFI. On écoute, c'est rapide, attention, accrochez-vous. Ça vise une clientèle qui est la clientèle de LFI, qui est en gros l'immigration récente et africaine, on va dire, qui consomme du poulet halal. Ah, il parle de Master Poulet. Et si possible, pas très cher. Qu'est-ce qu'il raconte là? Attends. Et Éric Zemmour qui dit « Il y a 100 ans, la gauche se battait pour savoir qui de Staline ou de Trotsky devait diriger l'internationale communiste. Aujourd'hui, elle se bat pour des cuisses de poulet. Qu'est-ce qui a bien pu changer? Mais ferme-le là, toi. Ça vise une clientèle qui est la clientèle de LFI, qui est en gros l'immigration récente et africaine, on va dire, qui consomme du poulet halal et si possible pas très cher. Aïe, la clientèle d'LFI qui, africaine, mange du poulet, si possible halal. Et des pastèques, non, ça c'est que chez les Noirs américains, ce cliché il marche pas chez nous, on n'a pas la ref. Mais wesh, purée de pommes de terre, l'Arcom. Mettez-moi président de l'Arcom, s'il vous plaît. À deux doigts de dire, et qui mange beaucoup de bananes, hein, et qui aime grimper dans les arbres. Et en face, t'as Sarah Salman depuis qu'elle est de gauche, Pascal Pro et Fekou Tamam. Europe 1, il y a des... je vais te citer Olivier Guénec. Qui fait Moi, j'ai envie de tester Master Poulet. Oui. Oui, moi j'avais testé. Sa gueule. Moi, j'ai envie de tester Master Poulet. Ah là, je vais m'encanailler, là. J'ai envie de rentrer dans le cercle de Fianso aussi, là. J'ai posé un 16. Ah, j'ai envie de poser un 16 aussi. Et je vais aller au plus de Clignancourt m'acheter des TN. Voilà, je vous le dis, là, j'ai envie de tester les TN. J'allais dire, ça vous changera des restaurants où je vous ai croisé une fois, mais bon, je vais pas le citer. Mais bon, ça c'est sûr que là, vous pouvez manger toute l'année à Master Poulet avec la note du restaurant que vous aviez ce soir-là. Hein, mais bon, c'est pas grave. Vous y étiez aussi. Mais évidemment, donc si on s'est croisés. L'autre, il veut la vanner. Bah, frérot, t'y étais aussi. Oh là 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 là. Mais en revanche, nous on était ce matin, quand on était cet après-midi avec Olivier Guénec. Oui. Bon, c'est un jeune de la rédaction qui était avec nous. Il dit, je vais régulièrement. Il a trouvé ça très bon. Et il ne voit pas du tout le. Attendez, moi je vous dis il pas. Il voit pas du tout le côté halal ou pas. Pas du tout. Lui, il s'en fiche complètement. Voilà. Je pense que vous avez raison. C'est plutôt ça. Les gens s'en moquent, que ce soit halal ou pas. Ils ont envie d'aller au fast-food. Ils vont au fast-food. Moi, je vous dis pas que c'est mauvais. C'est pas. Mimi, je l'ai vu avant-hier. Sarah, j'aurais dû l'inviter au Master Poulet si j'avais su de ouf. Et puis c'est pas un argument, t'as le droit d'aller dans un 3 étoiles et manger aussi chez Master Poulet. Bah oui, y a pas de... criminaliser, c'est... Tout le monde ne s'en moque pas, c'est aussi un business, c'est-à-dire de proposer une nourriture halal, c'est parce qu'il y a une clientèle qui est demandeuse, c'est le principe de l'offre et de la demande. Quelqu'un qui ne mange pas halal, il peut quand même manger halal et ça lui change. C'est le principe du halal, chers camarades. Vous venez de tout résumer. Voilà. C'est-à-dire ceux qui veulent halal disent, ça ne vous dérange pas si ce soit halal. Donc ça s'appelle, c'est le début d'une forme de communautarisme. N'importe quoi. Oh là là. Mais même moi, ma daronne, elle achète halal parce que non pas, elle est catho. C'est juste parce qu'en fait, elle aime bien la boucherie là-bas. Enfin, je te parle de ça. C'est une boucherie à l'île Maurice. Elle habite là-bas. Bah, on s'en fout. Genre tu manges halal, il va se passer quoi, frère? Il va rien se passer. Oh là là. Insupportable. On s'en fout, c'est comme cachère. On mange cachère. Moi, quand j'étais petit, j'adorais manger des steaks cachère parce que quand j'allais chez mes potes qui mangeaient cachère en face de chez moi, là, les steaks, j'ai trouvé grave bon. Et je disais à ma mère, faut qu'on me achète les steaks cachère. Alors qu'en fait, non, c'est juste que c'était Martine, la maman de mes potes, que j'embrasse, qui cuisinait trop bien, c'est tout. Mais enfin, bref, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est totalement con. Allez, on va continuer sur le... Alors là, regardez, là, pour finir. Écoutez. Surtout que dans beaucoup de restaurants, le poulet est halal, mais c'est pas écrit sur le menu. Avec mon mari, on demande toujours. Bah oui, c'est vrai, ça peut arriver.
Écoutez ça, là. Alors là... Remplacement. Écoutez ça. C'est-à-dire que là, on va regarder un immigré québécois, un immigré canadien, qui est venu en France pour critiquer les immigrés français, et qui nous a sorti ce sketch, mais vraiment, alors là, incroyable, où il nous parle du Krusty Tasty. Vous savez, ces plats à base de riz et de chute de poulet croustillant. Enfin, de chute, je dirais. Non, c'est des morceaux, en fait. Mais c'est pas cher, ça fait le job, etc. J'ai jamais encore goûté, en vrai. Et regardez ce qu'ils disent. C'est incroyable. C'est vraiment... Mais là, il y a un autre grand remplacement. C'est le poulet crousty remplace le kebab. Hein, comme dirait l'autre, ceci tuera cela. Donc, on est devant un remplacement. Donc là, on voit, donc ça témoigne du groupe de référence de la Nouvelle-France n'est plus nécessairement le même. Les préférences culturelles, identitaires, les origines, tout ça, ça nous dit beaucoup. Donc le crousty remplace le kebab qui a remplacé le couscous, mais on est dans la continuité d'une histoire. Qui a remplacé le couscous ? De quoi il parle ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce que... On a cet immigré canadien là qui vient nous parler de grands remplacements en étant tout sauf basé. N'importe quoi. Oh là là, rien ne remplacera jamais le couscous. Non mais de ouf, en plus, qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? La thèse du couscous. Non mais le mec... Couscous, crousty, kebab. Ah, non, mais vraiment, il est essayiste, il essaye juste de faire fonctionner ses deux neurones. La vie de ma mère. Mais... Oh là 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 là. Je comprends pas. Je comprends pas. Le soft power coréen, personne n'en parle. Non, mais même des sushis, de tout... Mais... Vas-y, ferme-la, quoi. Où finalement, c'est une autre civilisation, un autre continent, un autre rapport au monde qui s'installe en France dans de plus en plus de quartiers. Une autre civilisation ? Un rapport au monde qui s'installe dans plus en plus de quartiers ? T'as pas dit ça pour les sushis ou pour ou les restos thaïlandais ou le riz cantonais, les restaurants chinois ? Civilisation du crousty, c'est quelle civilisation, quel continent, du coup, le crousty ? De quoi tu parles, Mathieu Bock-Côté ? Sociologue, essayiste. Oh là là ! Le mec, il est dans un délire raciste, dans le plus grand des calmes, sur CNews, pour changer. Mais Chacal, va falloir que tu rendes des comptes un peu. Tu peux pas venir vider ton gros fiac comme ça à la télévision française en étant tranquille. Non, ça va, je dis des trucs raslards, et puis il se passera rien, parce que c'est la norme. Non, Chacal. Mettez-moi président de l'Arcom. Lui, il va pas tenir 2 semaines. Tu vas devoir t'excuser pour ce que tu viens de dire, tu dis n'importe quoi. Base-toi sur des faits. L'autre, il sort des trucs de son huc. Il sort des trucs de son fiac. Base-toi sur des faits. Le couscous qui a été grand remplacé par le kebab et maintenant par le crousty. Non mais frère! C'est quoi ton problème ? Oh là 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 là. Son projet pour la France, c'est de renvoyer tous les noms blancs en croustini. La vie de ma mère. Le crousty machin, c'est une civilisation, c'est laquelle ? Quel continent ? Dis les termes, Chacal. Aïe, 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 aïe. Le niveau de ces news, je te jure, il est flippant. Son problème, c'est qu'il est con. Bah ouais, c'est ça. Oh là 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 là. N'importe quoi. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.